L'histoire se déroule, et nous voyons une fille qui court dans la forêt. Elle dispose des casseroles et des poêles qui teintent dans les arbres lorsqu'elle entend quelqu'un approcher. Elle sort quelques sacs cachés d'une zone secrète que seule elle connaît. Elle fixe avec un regard émerveillé lorsqu'ils sont aspirés dans l'un des sacs. Elle attache tous les sacs à elle-même et y range divers objets. En sortant avec toutes ces marchandises, elle se dit à elle-même qu'elle a renoncé au bonheur il y a bien longtemps. Étant une enfant non désirée rejetée par ses parents, elle tente de tester la lame qu'elle tient, mais finit par tomber et rouler en arrière. Si seulement elle avait des compétences importantes comme courir ou se cacher. Mais bien sûr, rien de tout cela ne lui serait arrivé en premier lieu. Elle se demande si elle a fait quelque chose dans sa vie passée pour être si mal maudite dans celle-ci. Elle glisse en bas de la colline, heureuse de trouver un dépotoir. Elle tire sur une poignée de sacs poubelles et évite de peu d'être transpercée par plusieurs lances jetées. À l'intérieur d'un sac, elle est ravie de trouver une nouvelle veste, et une carte qui pourrait faciliter son voyage. Mais même avec une perspective positive, elle a des pensées intrusives pour lui rappeler qu'elle est juste une enfant non désirée vivant de déchets comme un vagabond. Ivy voit alors un homme qui est un dompteur de monstres. Il siffle pour appeler des slimes pour se nourrir des déchets. Et en les regardant fondre les déchets, elle se demande si sa vie passée aurait considéré les monstres comme mignons. Ivy s'enfuit pour se cacher alors que l'homme s'approche de l'arrière de la benne. Elle fixe complètement effrayée, tandis que l'homme mentionne qu'il y a une prime sur la tête de cette petite fille, où le chef de son village la veut de retour morte ou vive. Elle fuit plus loin, ayant des nuits agitées. Et en traversant un marais, une forte bourrasque souffle et elle découvre des dizaines de slimes sautant autour d'elle. Elle s'enfuit avec elle à sa poursuite. Elle arrive à la forêt et trébuche en arrière avec plus de slimes apparaissant devant elle. Tombant d'une falaise, sa chute est amortie par les branches d'un grand arbre. Elle se soigne avec des potions, espérant que la chasse contre elle est terminée. Elle arrive ensuite à une belle source d'eau, où elle plonge pour se baigner. Ensuite, elle se coupe les cheveux et met des vêtements pour se déguiser en garçon. Fixant l'eau, prête à commencer sa nouvelle vie. Elle tombe sur un petit slime sur une feuille qu'elle trouve en fait mignonne. Puis, en consultant son compendium de monstres, il s'avère être extrêmement rare, étant connu comme le slime la plus faible avec une existence désintégrante. Elle ne peut s'empêcher de se réjouir parce que le slime est aussi faible et inutile qu'elle. Enfin, quelqu'un à qui elle peut s'identifier. Une petite brise emporte le petit slime. Et en regardant le compendium à nouveau, Ivy apprend que ce slime peut disparaître avec une rafale encore plus forte ou même au moindre contact. Alors qu'elle la regarde coincée, simplement mise à l'envers, Ivy remet délicatement le slime à l'endroit en utilisant ses deux mains. Et elle apprend du livre qu'il est probable que ce slime mourra en une seule journée, rendant le slime très triste. Ensuite, le vent fait voler une lame d'herbe qui renverse le slime faible et inutile. Et Ivy court après, la rattrapant à peine avant qu'elle ne tombe dans l'eau. Ivy passe ensuite du temps avec le slime autant que possible avant sa désintégration inévitable. Elle lui parle, mentionnant ses pensées sur le fait que les dieux ne sont pas justes. Ils créent des gens heureux, mais aussi des gens misérables comme elle et ce slime. Les humains dans ce monde appelé Ordogus tous reçoivent des compétences lorsqu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Son père a des compétences en menuiserie à 2 étoiles. Sa mère a des compétences en couture à 2 étoiles et en reprisage à 1 étoile. Cependant, personne ne sait quelles compétences ils recevront ni combien d'étoiles elles auront jusqu'à ce qu'elles apparaissent. Mais l'avenir de chacun est décidé par ses compétences et le nombre d'étoiles. À l'âge de 5 ans, Ivy a reçu la compétence de domptage. C'est la capacité à apprivoiser des monstres et à les gagner à sa cause. Mais malheureusement, elle est née sans étoiles. Une dompteuse qui ne peut apprivoiser aucun monstre. Inutile et rejetée par la société et sa famille. Ils ont arrêté de lui donner de la nourriture et un toit où dormir. Elle s'est lentement retrouvée sans endroit où appartenir. Cependant, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Des souvenirs de sa vie passée. Apparemment, elle est une humaine réincarnée ici d'un monde différent. Mais la plupart des souvenirs sont flous et ne sont pas très utiles non plus. Il lui chuchote souvent des choses qu'elle ne comprend pas vraiment, comme des proverbes. La seule personne qui était toujours gentille avec Ivy était la diseuse de bonne aventure. Elle lui avait donné des livres qui lui ont appris beaucoup de choses différentes, et même ce sac magique qui peut stocker de nombreux objets. Mais malheureusement, la diseuse de bonne aventure est récemment décédée, il n'y a donc plus personne dans ce monde pour Ivy. Et tout le monde du village essaie de la trouver et de la tuer. Même si elle n'a rien fait de mal. Être sans étoile est-il si grave? Est-ce quelque chose qui devrait vraiment être haï? Elle fixe ensuite le slime, remarquant comment elle est destinée à disparaître en une seule journée. Le monde n'est tout simplement pas juste. Le lendemain matin, elle se réveille, cherchant précipitamment le petit slime, attristée par la seule chose à laquelle elle pouvait s'identifier. Même si elle pensait être habituée à la solitude, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Elle commence à fouiller dans ses sacs, se souvenant comment la diseuse de bonne aventure lui a dit de se diriger vers la capitale royale. Ensuite, en consultant sa carte, elle est soulagée de constater que le slime est toujours en vie. Elle apprend de son compendium que pour apprivoiser un monstre, elle doit d'abord lui donner une partie de son énergie magique. Si le monstre l'accepte, il commencera à briller. Et le monstre doit alors recevoir un nom pendant cette phase. Elle se demande si elle peut vraiment le faire en étant sans étoile.
Elle imprègne ensuite le slime de magie et lui donne le nom de Sora, signifiant ciel pour représenter le ciel bleu au-dessus d'elle. Avec la réussite du nom, elle est excitée de voyager avec son mignon petit ami. Adoptant son propre nom d'Ivy, la plante qui prospère même lorsqu'elle est piétinée. Ivy course une souris et l'attrape, puis nous apprenons que c'est la 10e proie. Elle est ravie d'avoir des souris des champs pour son repas ce soir. Elle enveloppe les souris dans des feuilles et les range dans son sac pour plus tard. Elle indique sur sa carte où elle se trouve actuellement, la région de sa ville natale, le village de l'Atomie, et note que la capitale royale est bien plus à gauche, au-delà de la carte. Donc, elle veut s'arrêter dans la ville d'Otoloa, avant que la carte ne se termine. Elle doit attraper Sora à nouveau avant que la brise ne l'emporte. Elle est ensuite effrayée par des bruits de course et décide de grimper à un arbre pour se cacher. Elle est horrifiée de voir un grand troupeau de fourmis géantes, mais elle ne la remarque pas du tout. Après leur départ, elle soulève Sora, se demandant s'il ne semble pas un peu plus gros. Et après avoir remarqué qu'elle a une coupure sur la joue, elle se soigne avec quelques potions. Mais elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle devrait avoir plus de potions et se demande où sont passés les autres. En errant, elle voit une affiche de recherche avec son visage dessus. Elle note que la récompense est de 500 dalles, ce qui est une grosse récompense là d'où elle vient. Elle se demande pourquoi elle pourrait valoir autant, puis son moi passé chuchote que c'est parce qu'elle est une fugitive recherchée. Ce qui ne rend pas Ivy plus heureuse, car cela la fait passer pour une méchante. Elle va retirer une deuxième affiche de recherche, mais est stupéfaite de voir leur laide représentation d'elle. Et cela la met assez en colère, alors elle la déchire. Cependant, en voyant la version embellie d'elle-même, elle remarque, oui, celle-ci, c'est probablement moi. Mais d'une certaine manière, il semble que Sora puisse être en désaccord. Ils arrivent enfin dans la prochaine ville, Ivy se sentant un peu envieuse devant tous les habitants et leur magie quotidienne. Elle voit une boucherie et pense à vendre ses souris des champs pour de l'argent. Elle devient nerveuse et décide de s'éloigner, mais le boucher s'approche car il sent les souris grâce à sa propre compétence d'odeur de niveau 2. Il demande à Ivy de lui montrer les souris, et il est excité par les coupes de viande fraîche. Il les achète pour 100 dalles. Expliquant que la plupart des gens lui apportent des proies plus importantes ces jours-ci, il serait donc ravi d'acheter les viandes plus petites d'Ivy à n'importe quel moment. Avec une poche pleine de billets, Ivy a un peu faim en regardant la boulangerie. Mais elle est trop nerveuse, alors elle s'éloigne d'abord. Mais elle revient, le propriétaire de la boutique lui demandant ce qu'elle aimerait acheter. Ivy demande ce qu'elle peut se permettre avec 100 dalles, car il s'avère qu'elle n'a jamais utilisé d'argent auparavant. Le propriétaire explique qu'Ivy pourrait acheter toute l'étagère de pain. Ivy décide alors d'acheter quelque chose et s'éloigne joyeusement avec les délicieuses friandises. Ce soir-là, elle s'assoit au sommet d'un arbre, très impatiente de manger. Ensuite, elle partage la moitié avec Sora. Tout en se régalant, elle apprend que Sora ne peut pas manger le pain. Mais elle ne peut pas comprendre ce qu'il pourrait aimer manger. Le lendemain, elle est ravie de trouver une montagne de déchets. Elle tombe sur des paniers de potions, mais ils sont tous périmés et décolorés. Mais quand elle les pose, Sora trouve une utilité en absorbant les bouteilles de potions entières. Cela surprend Ivy, car absorber des matériaux inorganiques est généralement une compétence détenue uniquement par des slimes rares de haut niveau. Elle essaie de tester cela avec un autre morceau de déchet, mais il semble que Sora ne s'intéresse qu'aux bouteilles de potions. Mais pas les rouges, seulement les potions bleues. Ils continuent leur journée dans le village, Ivy apportant plus de viande de souris au boucher pour gagner de l'argent. Elle achète plus de pain pour se régaler. Et elle se baigne dans la rivière voisine. Alors qu'ils mangent leur repas pour la journée, Ivy souhaite pouvoir rester dans le village pour toujours. Les gens ici la traitent bien, contrairement aux souvenirs de son père qui l'a jetée comme les ordures auxquelles elle s'est de plus en plus attachée. Le lendemain, elle se dirige vers le village, et quand elle voit quelques aventuriers, elle pense à l'homme qui l'a chassée pour une prime et s'enfuit. Elle court devant le boucher, qui est impatient d'acheter des souris. Mais elle est effrayée de voir son affiche de recherche sur l'étal du magasin. Elle court ensuite à la boulangerie, où la dame du pain a cuit son pain préféré pour lui en donner. Cependant, Ivy s'enfuit à nouveau, se sentant pire après avoir vu une deuxième affiche. Elle pleure de gentillesse, car elle sait qu'elle doit quitter le village qui l'a traitée si gentiment. Et elle embrasse Sora, qui la tient compagnie pendant son sommeil. Le lendemain, lorsqu'elle s'aventure dehors, elle arrive à une intersection, ne sachant pas où aller. Elle décide d'aller grignoter quelque chose, car elle avait trop peur de ramasser des provisions en ville. Elle tombe sur un pommier doré avec délices, mais n'est pas si heureuse de voir que c'est un monstre qui se nourrit d'aventuriers. Ivy essaie de fuir, mais s'en sort avec une attaque vicieuse au poignet. Elle finit par s'écrouler au sol et dit qu'il lui faut une potion. Ensuite, Sora commence à s'illuminer et Ivy ne peut s'empêcher de se dire que les rumeurs sur les slimes sont vraies car elle pense que Sora va la manger. Mais ce n'est pas le cas car Sora n'essaie que de la soigner car il a des aptitudes de guérison avec toutes les potions qu'il avait dévorées. Nous voyons un homme sculptant le bois. Il entend un bébé pleurer, alors il monte les escaliers jusqu'à la sage-femme tenant leur petite fille en bonne santé. La femme de l'homme, Fulf, lui demande quel nom il donnera à la fille. Il répond, Fémicia, alors que le bébé rit.
enlacée par l'amour de sa mère à son chevet. Quelques années plus tard, Fémicia grandirait en une fille gentille et merveilleuse, apportant le déjeuner à son père et à son frère aîné alors qu'ils travaillaient dur pour leur famille. Alors que les trois appréciaient leur délicieux déjeuner, Fémicia faillit s'étouffer en mangeant trop vite. Alors son père utilisa sa magie pour remplir sa tasse d'eau afin qu'elle puisse se dégager la gorge correctement. Et même si son frère la réprimandait, Fémicia continuerait à manger frénétiquement, prétendant que c'est parce qu'elle est une fille en pleine croissance. Ce qui faisait rire le père. Sa famille lui apportait tellement de joie. Ce soir-là, Fémicia rentrerait chez elle auprès de sa mère et de sa sœur aînée, Fécia, qui préparait le dîner. Son frère, Photon, la taquina, disant qu'elle ferait bien de commencer à pouvoir utiliser tous les types de magie. Alors Fémicia riposta qu'elle le pourra certainement bientôt. Sa mère lui rappelait doucement que tout le monde se développe à son propre rythme. Et même sans magie, Fémicia aide déjà admirablement autant qu'elle le peut. Cependant, Fécia commente que ce n'est pas ce que leur mère lui disait quand elle avait 4 ans. Elle se faisait dire tous les jours par leur mère de se dépêcher et d'apprendre à utiliser la magie déjà. Le dîner est prêt pour que la famille en profite. Un gros ragoût est le plat principal. Le père explique fièrement que puisque Fécia a la compétence apaisante, la nourriture est améliorée avec la capacité de soulager la fatigue. Ensuite, la famille savoure leur dîner paisiblement ensemble. La famille continue de travailler sur des choses tout au long de la soirée. Le père mentionne que la maison qu'il construisait devrait être terminée d'ici la fin du mois. Mais il ne pourrait pas la terminer sans sa belle famille vraiment bénie dans ce monde. Leur fils Photon fabrique les meubles, avec ses compétences en fabrication de meubles à 3 étoiles. Et la mère aide à fabriquer les coussins de meubles avec ses compétences en couture à 2 étoiles. Leur famille était vraiment bénie avec un talent pour les affaires de la maison. Alors que la mère travaillait, une larme lui monta aux yeux. Ce qui effraya Fémicia. Il s'avère que la mère cousait des vêtements de mariée pour la fille du cordonnier. Et cela lui fit réaliser que Fémicia et sa sœur aînée Fécia se marieront aussi un jour. Fécia est impatiente d'avoir une belle robe. Le père disant que c'est trop tôt. Mais non, la mère sait que le temps vient toujours plus vite qu'on ne s'y attend. Après tout, Fémicia a presque 5 ans. Ce qui rend Fémicia excitée pour les cadeaux d'anniversaire. Cependant, il y a quelque chose de plus important qui arrive ce jour-là. Sa compétence. Le père remarque que tant qu'une personne a une compétence, elle trouvera toujours un endroit où travailler. La mère ajoute, quel type de compétence et combien d'étoiles, personne ne sait jusqu'à ce qu'ils reçoivent leurs compétences des dieux. Le type de compétence et le nombre d'étoiles détermineront où vous travaillerez. La mère demande alors à Fémicia quelle compétence elle aimerait. Dès le plus jeune âge, Fémicia avait toujours voulu être une dresseuse. Pour se lier d'amitié avec des dragons, des griffons et toutes sortes de monstres. Faisant rire son frère, car il trouvait son raisonnement ridicule. Le père rappelle à Fémicia que les compétences sont accordées par les dieux afin que les gens puissent vivre dans ce monde. Ce qui fait bouder Fémicia, car il lui a dit que ce n'est pas non plus pour qu'elle se lie d'amitié avec des monstres. Cependant, il lui donne un cheval fabriqué avec ses compétences en menuiserie à 2 étoiles pour la réconforter. La famille entend frapper à la porte. Qui pourrait bien être là à cette heure? Il s'avère que c'est maîtresse Luba la diseuse de bonne aventure. Elle est venue parce qu'il est presque temps que Fémicia reçoive sa compétence. Elle est donc venue offrir une prière de bonne fortune. La diseuse de bonne aventure repense ensuite à quand Fémicia était beaucoup plus jeune. La mère était préoccupée, car Fémicia avait commencé à parler incroyablement bien dès l'âge de 2 ans. Mais parfois, Fémicia dit des choses étranges. La mère ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'inquiétude, se demandant si sa fille serait capable d'utiliser la magie un jour. Fémicia éclata alors soudainement, « De la magie? Ce monde a de la magie ?» Quelque chose que Luba confirme à la petite Fémicia. Fémicia saute de joie. Luba rassure ensuite la mère en disant que c'est bon. Fémicia grandira en une enfant très intelligente. Luba trouve ensuite une excuse pour que la mère s'éloigne un instant. Ainsi, elle peut s'informer en privé sur Fémicia. Elle dit à Fémicia que si les gens apprennent qu'elle a des souvenirs de sa vie antérieure, les choses deviendront difficiles pour elle. Elle ne doit donc pas en parler à qui que ce soit. Elle doit garder le secret, même à sa propre mère. De retour dans le présent, Luba dit à la famille que Fémicia est sûre de recevoir une compétence merveilleuse. Fécia demande si la compétence de Luba lui permet de savoir quelle compétence Fémicia va obtenir. Cependant, avec la compétence de prévoyance de Luba n'étant qu'à 1 étoile, elle ne peut voir que jusqu'à un certain point. Photon se moque alors de la compétence à 1 étoile de Luba, provoquant la réprimande de son père envers son fils impertinent. Après tout, sans ses prédictions météorologiques, le village ne saurait pas quand il pourrait récolter. Nous atteignons enfin le jour du 5e anniversaire de Fémicia. Ses parents sont avec elle, alors que le prêtre du village leur dit que c'est le jour de recevoir les bénédictions de Dieu. Des bénédictions qui lui accorderont la joie du dur labeur, le bonheur de s'émerveiller de vivre et la divine protection de la vérité. Fémicia s'approche pour toucher l'eau sacrée. Ensuite, le prêtre utilise sa magie pour recevoir le message divin. Fémicia est bénie avec la compétence de dompteur, la capacité de gagner des monstres à sa cause. Ce qui excite tant elle que ses parents. Cela allait exactement comme Fémicia le souhaitait. Cependant,
ce rêve allait devenir un cauchemar. Alors que le prêtre jette un regard très perturbé à la lecture, l'eau éclate devant eux. Cela signifie que cet enfant possède une compétence de dompteur sans étoile. Ses parents protestent. Son père crie, cela doit être une sorte d'erreur. Ma fille ne peut pas être sans étoile. Mais le prêtre les assure que c'est un message divin. Les erreurs ne sont tout simplement pas possibles. Et toute discussion ultérieure comme celle-ci est un blasphème. Alors que le prêtre s'éloigne, murmurant que cette fille a été abandonnée par les dieux, Fémicia entend un murmure de sa vie passée, disant que c'est comme un jeu vidéo incroyablement difficile. De retour chez elle, la famille est complètement déprimée et désemparée. Le père frappe la table, ayant bu sans arrêt. La mère lui dit qu'il a trop bu, mais il l'ignore, se demandant comment tout cela a pu arriver. Lui et sa femme ont des étoiles. Leur fils et leur fille aînée ont des étoiles. Alors pourquoi Fémicia seule n'en a-t-elle aucune? Fémicia essaie de lui demander quelque chose, mais il lui crie de ne pas parler car les 100 étoiles ont été abandonnées par les dieux. Il remet vraiment en question comment une 100 étoiles pourrait naître dans sa famille. Cela fait que Fémicia la regarde incrédule, l'homme devant elle n'ayant plus l'amour et la chaleur qu'elle connaissait toujours. Fulf lui dit qu'il va trop loin en se levant rapidement. Il attrape rapidement le cheval en bois qu'il a donné à Fémicia et le fracasse au sol, criant à quoi bon être une dompteuse si elle n'a pas d'étoile. Il se demande même si Fémicia est vraiment sa fille. Avec ces paroles dures, Fulf s'effondre en larmes. Fémicia essaie de consoler sa mère, mais Photon la saisit en criant de ne pas toucher sa mère. Fémicia essaie de demander de l'aide à sa sœur aînée, mais Fessia ne lui lance qu'un regard méprisant, tandis que Fémicia crie que son frère la fait mal, lui demandant d'arrêter. Il la jette par terre et lui crie de partir. Elle le regarde, complètement perdue dans tout ce qui s'est passé. Mais alors elle court hors de la porte. Fémicia erre alors dans le village comme un zombie sans vie. Tout en désordre, les villageois parlent à voix basse de l'enfant sans étoile abandonné par Dieu. Le chef du village annonce que l'apparition d'une 100 étoiles est un horrible présage de catastrophe. Il dit aux villageois qu'ils doivent se préparer contre les malheurs et consacrer leur capacité au bien du village. Tandis que Fémicia les regarde, d'autres enfants du village lui lancent des pierres, la faisant saigner. Elle court, pour se retrouver face à d'autres villageois la regardant avec des yeux pleins de haine. Elle court toute la nuit à travers une forêt pour leur échapper, se demandant pourquoi tout cela arrive, jusqu'à ce qu'elle trébuche. Elle ne peut plus rentrer chez elle. Son lui passé, lui murmure qu'il va y avoir une chasse aux sorcières, ce qui fait que Fémicia serre le poing sous la pluie. Elle se dit à elle-même qu'elle n'est pas une sorcière. Alors qu'elle erre dans la pluie, déprimée et gelée, elle se dit qu'elle a aussi faim. Elle trouve des fruits et en mange autant qu'elle peut. Ensuite, elle trouve un abri contre la pluie. Mais elle frissonne toujours du froid détrempé. Elle casse une branche et essaie d'utiliser la magie pour la première fois pour faire un feu. Mais il s'éteint. En essayant de le rallumer une deuxième fois, elle s'évanouit soudainement. Elle se réveille auprès de la voyante qui l'a aidée à se réchauffer avec le feu et prépare de la nourriture à manger. Luba dit à Fémicia qu'il semble qu'elle a moins d'énergie magique que la plupart des gens, et que si elle venait à manquer d'énergie magique, cela mettrait sa vie en danger. Elle dit ensuite à Fémicia que sa compétence de prévoyance a montré que cela allait lui arriver. Juste pas de la manière dont cela allait se passer. Luba n'imaginait jamais que Fémicia serait sans étoile. Alors qu'elle remet de la nourriture à Fémicia pour qu'elle en profite. Après le dîner, elle donne à Fémicia un sac magique. Et même si c'est un modèle plus ancien, il pourra quand même contenir beaucoup de choses. Et aussi des livres avec des connaissances sur diverses choses utiles. Luba dit ensuite que Fémicia est destinée à entreprendre un voyage pour voir le monde et élargir sa perspective. Qu'elle doit se rendre dans une ville voisine de la capitale royale. Et trouver des gens en qui elle peut avoir confiance. Et que quand elle le fera, elle devra tout leur dire. Même qu'elle est sans étoile, de cette façon, elle pourra trouver de vrais amis qui l'accepteront quoi qu'il arrive. Alors que Fémicia apprend diverses compétences de Luba, elle demande pourquoi Luba ne la déteste pas comme le reste du village. Luba explique qu'autrefois, personne n'avait de compétences ou d'étoiles, mais travaillait et vivait heureux quand même. Donc, ne pas avoir de compétences n'est pas une mauvaise chose. Même si elle ne sait pas comment les choses ont pu finir comme ça. 3 ans plus tard, nous trouvons Fémicia devant une énorme pile de déchets. Elle se demande si les planches sont des restes de la fabrication de meubles de son frère aîné Photon. Elle en met de côté pour les utiliser comme bois de chauffage plus tard. Elle regarde ensuite quelques potions, utilisées, mais encore assez pour être stockées pour plus tard. Elle a fait une grosse récolte aujourd'hui. Elle attrape une souris et se régale d'une brochette après. Elle pense que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu la voyante et se demande ce qu'elle fait. Elle ressent ensuite la présence de gens qui arrivent, et éteint son feu, et se cache pour voir 2 hommes du village. Elle a un mauvais pressentiment et veut savoir pourquoi les gens la pourchassent. Alors elle décide de les espionner en ville. Elle entend 2 femmes parler de la tristesse que Luba soit morte de maladie récemment. Ce qui la surprend. Elle voit son père rendre compte au chef du village qu'il n'a toujours pas pu la trouver. Et le chef du village remarque que Fémicia doit avoir eu vent de ce qu'ils essayaient de faire. Le chef dit au père de Fémicia que les 100 étoiles n'apportent que malheur. Et son père est d'accord, disant que les 100 étoiles ne devraient pas être autorisées à exister dans ce monde.
ce qui la brise émotionnellement en entendant les paroles de cet homme qu'il aimait autrefois, la plongeant dans le désespoir. Elle imagine même sa mère disant qu'il aurait été mieux qu'elle naisse jamais. Le chef du village parle de la triste perte de leur voyante de village, disant que la cause de sa mort n'est autre que la malédiction des 100 étoiles, et que parce que Luba a ignoré ses avertissements et s'est occupé de Fémicia, elle aussi a été abandonnée par les dieux. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser Fémicia sans surveillance car leur village sera frappé un jour par la calamité, et il leur ordonne à tous de la capturer et de la tuer. Fémicia rétrécit de peur face à la prime sévère placée sur sa tête. Elle court alors que les villageois la poursuivent. Sa mère la retient. Alors que son père assène le coup final, elle se réveille sous les étoiles, se souvenant que Sora va la manger. Elle regarde ensuite le ciel et accepte paisiblement son destin. Parce qu'elle est une enfant non désirée de toute façon. Ensuite, elle se retrouve réveillée par Sora qui la pousse. Il rebondit sur elle, et c'est là que Fémicia remarque que sa plaie est complètement guérie. Elle le remercie, car elle a appris qu'il ne cherchait pas à la manger. Il l'a soignée en réalité. Et c'est là qu'il a commencé à parler. Alors Fémicia se réjouit et rit de son petit Slim qui ne peut dire que « pu ». Elle peut être une enfant non désirée, mais rien de tout cela n'a d'importance, tant qu'elle l'a lui. Alors peut-être qu'elle décidera de vivre, juste un peu plus longtemps. Un autre jour commence et nous voyons Ivy se reposer paisiblement. Une goutte de rosée matinale tombe et touche Sora, le réveillant. Il répète sa phrase pu encore et encore comme un réveil, alors Ivy le prend pour l'arrêter. Bien sûr, elle n'aurait aucune idée de ce que cela signifie même dans ce monde, mais sa vie passée le sait. Elle caresse le petit Sora énergique en cette belle matinée. Et elle encourage, impatiente que tous deux continuent leur voyage. Bail et potion bleue. Ivy prie, exprimant sa gratitude pour le bon repas matinal. Les deux en profitent. Mais Ivy est surprise de voir à quel point son petit Slim semble avoir maintenant d'énergie. Elle le serre fort et remarque à quel point il est plus robuste qu'auparavant. Est-ce vraiment le même Slim désintégrant qu'elle connaissait? Peut-être qu'il a grandi après avoir consommé toutes ces potions bleues. Eh bien, rien de tout cela n'a vraiment d'importance, tant qu'il est en bonne santé. Ivy commence à penser au prochain village qu'ils vont entrer. Elle est à court de viande depuis qu'elle a quitté le dernier village, elle devra donc chasser plus de souris à vendre. Mais sa vie passée lui dit que si elle cuisine toutes les souris qu'elle attrape, elle économisera en fait plus d'argent. Ce qui serait une bonne idée, sauf que l'odeur de la nourriture attirerait éventuellement les monstres. Donc, même avec un coût plus élevé, acheter de la viande séchée au magasin est plus sûr. Soudain, Sora continue de crier sa phrase encore et encore. Il a fini toutes ses potions et il en veut encore plus. Ivy se demande ce qu'elle va faire. Ivy est excitée de trouver une grande pile de déchets. Elle commence à fouiller en espérant trouver de la nourriture pour Sora, mais se laisse distraire par les vêtements usagés. Elle se souvient qu'elle doit rester concentrée, alors elle regarde autour d'elle et trouve une grosse pile de potions usagées. En comparant les potions bleues, celle-ci semble neuve, et celle-ci semble trop vieille. Mais l'âge de la potion bleue n'a pas d'importance pour Sora. Il les mangera toutes. Il consomme ensuite une potion rouge, quelque chose qu'il ne voulait pas consommer auparavant. Alors elle essaie de tester une potion verte qui agit comme un antidouleur et une potion violette qui enlève les malédictions, mais Sora ne veut aucune de ces deux-là. Sa vie passée lui conseille ensuite d'essayer de mélanger les couleurs. Elle combine le rouge et le bleu pour faire la potion violette. Et Sora la mange aussi. Cependant, il ne veut rien avoir avec une potion violette normale. Ils partent ensuite en chemin avec Sora qui rebondit et roule partout. Et Ivy est tellement heureuse, parce qu'elle pensait qu'elle voyagerait toujours seule, vivrait toujours seule. Mais maintenant, elle aura toujours Sora. Elle est excitée de voir des bails et s'extasie sur le goût délicieux. Elle essaie d'en offrir à Sora, mais il n'est pas trop excité. Plus tard dans la soirée, les deux dînent, mais Sora mange des potions sans arrêt. Jusqu'au point où Ivy craint de ne plus avoir de potions pour elle-même. Alors son moi passé lui donne le conseil, si tu dors, tu ne peux pas manger. Ivy prend ce conseil à cœur, et au sommet d'une branche d'arbre, elle commence à raconter à Sora une histoire pour s'endormir. Sa préférée quand elle était petite. Il y a très longtemps, le monde était en guerre. Un jour, le roi rassembla des magiciens qui pouvaient voir l'avenir et leur demanda tous de faire des prédictions sur la fin de la guerre. L'avenir qu'ils ont vu était la fin du monde. Une vision vraiment terrifiante. Les magiciens discutèrent de leur vision, puis, pour protéger le monde, ils lancèrent un puissant sort. Personne ne sait quel était ce sort, et personne ne peut l'utiliser maintenant. La seule personne qui peut est un enfant venu d'un autre monde, car c'est une magie oubliée. Une magie vaste et effrayante, et silencieuse. Solitaire et intouchable. Une nouvelle goutte de rosée tombe à nouveau, réveillant Sora comme le petit réveil qu'il est. Alors Ivy le caresse pour le faire taire. Cependant, elle s'énerve, se réveillant pour découvrir que Sora avait déjà mangé toutes ses potions. Elle attrape quelques souris dans un piège à souris. Elle attrape accidentellement un gros serpent. Elle hésite à s'en occuper, mais elle sait que cela pourrait lui rapporter de l'argent si elle le vend. Alors elle prend un morceau de tissu de son sac magique et recouvre le serpent, le confinant avec un nœud. En marchant sur un chemin, elle sent quelque chose, pendant que Sora panique à ce sujet. Elle est curieuse de savoir ce que c'est et décide de vérifier.
pour découvrir une caravane complètement détruite par des bandits. Elle décide de cacher Sora dans son sac, et quand elle regarde plus loin, elle est horrifiée de trouver des hommes ensanglantés et battus. Pas moyen que des bandits feraient ça. Cela devait être l'œuvre de monstres. Ivy décide de prendre ses jambes à son cou, jusqu'à ce qu'elle soit loin, haletante et complètement hors d'haleine. Elle repère l'atome et se dirige vers la ville. Et même si elle est en sécurité maintenant, elle a l'impression qu'elle doit le dire à quelqu'un. Elle repère le panneau de la mairie, et même si elle est nerveuse, elle entre. Les gens du hall de la ville demandent à la petite fille Ivy ce qu'elle a là. Elle leur dit que c'est un serpent qu'elle a attrapé, mais ce n'est pas important. Ivy leur parle des personnes qu'elle a trouvées évanouies en chemin ici. La charrette qui était en feu et les personnes attaquées qui n'ont pas survécu. Un homme s'approche d'Ivy pour avoir un meilleur compte-rendu de ce qui s'est passé, espérant que les agresseurs étaient simplement des bandits. Mais après avoir entendu parler du fait que les chevaux ont également été tués au lieu d'être volés, il convient à contre-cœur que c'était très probablement une attaque de monstres. L'homme dit ensuite à tout le monde de localiser les monstres dès que possible. Et il remercie Ivy, expliquant qu'elle sera récompensée dès que les monstres seront trouvés. La femme explique que dans cette ville, les gens sont récompensés pour donner des informations sur les monstres à la mairie. C'est pour fournir des contre-mesures à la ville avant que des gens ne soient blessés. La femme donne à Ivy un document pour réclamer sa récompense une fois la tâche accomplie. Ivy va ensuite vendre le serpent qu'elle a attrapé. Et l'acheteur lui dit que c'est une femelle rare et propose de lui donner 3 Jidal. Ivy doit compter et apprend que la valeur équivaut à 300 dalles. Ou vendre 30 souris des champs. Elle sort, contente de son argent collecté. Et c'est maintenant le moment de trouver de la nourriture pour Sora. Elle se dirige bien sûr vers une autre décharge. Et elle devient tellement heureuse en trouvant plus de 21 sacs magiques. Elle est d'abord préoccupée, ne sachant pas comment les transporter tous. Elle commence donc à essayer de remplir les sacs magiques les uns avec les autres. Ensuite, elle commence à les organiser, avec les sacs à gauche incapables de porter d'autres sacs magiques, suivis des sacs magiques qui peuvent en porter un, puis des sacs magiques qui peuvent en porter 2. Et tout à fait à droite, des sacs magiques qui peuvent en porter 3. Elle finit par les organiser et retourne en ville pour acheter plus de potions. L'homme d'auparavant la salue et la remercie car ils ont pu vérifier rapidement l'information sur les monstres. Il s'avère que les monstres étaient des ogres et un roi ogre, d'après les traces qu'ils ont trouvées. Ils ont fini par envoyer des aventuriers de haut rang pour les tuer. Et personne ne doit quitter le village tant que les monstres n'ont pas été vaincus. Il dit ensuite à Ivy de se rendre à la mairie pour récupérer sa récompense. Et après avoir remis son document, la dame de la mairie lui remet 5 Jidal. Le serpent valait 3 Jidal ou 30 souris des champs. À 5 Jidal, c'est l'équivalent de 50 souris. Mais ce n'est pas tout, car elle reçoit également de la dalle. Un ladal équivaut à 10 Jidal, donc au total, elle a récolté l'équivalent de 280 souris des champs en argent. Plus tard dans la soirée, elle se détend, mange des bails et nourrit Sora dans son sac. Elle devra rester en ville jusqu'à la fin de la chasse aux monstres. Mais elle est heureuse quand même, avec Sora toujours à ses côtés, alors elle décide de se reposer pour la nuit. Par cette belle matinée, nous tournons vers Ivy qui trouve l'une de ses pièges à racasser, se demandant si un animal plus gros avait marché dessus et l'avait cassé. Cela laisse Ivy inquiète de ne rien attraper à vendre. Son mois passé rappelle à Ivy la récompense qu'elle a reçue pour avoir signalé l'attaque des gobelins l'autre jour. Alors elle ouvre son sac, pensant qu'elle pourrait être tranquille pendant un certain temps. Mais elle préférerait économiser pour un jour de pluie. Sora repère quelque chose et commence à bouger. Ivy doit courir après lui. C'est faible, mais Ivy peut aussi sentir quelque chose. Les deux passent à travers des broussailles, et Ivy est étonnée de voir une bête blessée. Elle n'est pas sûre de ce que c'est, mais elle ressent de l'énergie magique. Elle ouvre son compendium de monstres et apprend que c'est appelé un Adandala. C'est un monstre rare incroyablement féroce. Il grogne contre Ivy, lui donnant une petite frayeur, mais baisse la tête, épuisé par toutes les blessures qu'il a subies. Ivy est attristée de savoir qu'il va bientôt mourir. Elle caresse l'Adandala, le consolant, disant à la bête qu'elle avait peur quand elle était au bord de la mort. Elle sait qu'elle ne peut rien faire pour la bête, mais elle promet de rester à ses côtés. Cependant, en regardant l'interaction triste des deux, Sora saute et enveloppe la bête dans son corps. Ses propriétés curatives commencent à agir. Et soudain, l'Adandala est indemne de ses blessures. Après la guérison, Ivy remarque que Sora parle un peu plus vite maintenant, avec sa phrase caractéristique. Ensuite, la bête se tient devant eux. Et même si Ivy a peur, elle n'a rien à craindre, car l'Adandala est une énorme boule de poils qui la caresse avec amour. Ce qui est fou, car selon son livre, il faut une équipe d'au moins 5 aventuriers de haut niveau pour vaincre ce monstre féroce. Mais la grande bête sourit chaleureusement, tandis qu'Ivy la caresse. Les trois commencent à se promener ensemble. Ivy se demande si cela signifie qu'elle a un autre ami maintenant. Elle caresse la bête, disant qu'il est temps de lui donner un nom. Elle regarde le ciel éclairé par le soleil et elle l'a. Ton nom est Ciel. Elle fait ensuite sa joyeuse introduction pour elle et Sora à Ciel. Et les trois continuent leur randonnée jusqu'à ce qu'Ivy sente des gens. Elle décide de cacher Sora dans son sac magique. Mais, il n'y a aucun moyen pour que Ciel y rentre. Et ce ne serait pas bon que les gens le voient.
Ciel montre cependant son intelligence et file se cacher dans les buissons. Elle arrive à la porte de la prochaine ville et voit le grand gardien qui semble un peu effrayant. Même le voyageur qui passe semble effrayer Ivy aussi. Sora panique aussi pour une raison quelconque. Le voyageur tente d'entrer dans la ville, mais le gardien l'arrête, lui demandant ce qu'il vient faire au village de la Tomé. Le voyageur lui dit qu'il rend visite à un ami. Cependant, quand le garde lui demande le nom de l'ami, l'homme répond nerveusement Zoriot. Mais le gardien dit qu'il n'y a personne dans le village avec ce nom. Le voyageur commence à transpirer encore plus de nervosité. Mais le gardien n'achète pas son baratin. Il jette le voyageur contre le mur et lève son épée, tranchant le sac du voyageur pour voir un sac magique tomber. Et dans le sac magique, le gardien trouve de l'alcool illicite. Il attrape le voyageur par le cou et son collègue, Velivra, escorte le voyageur en prison. Ivy, réalisant maintenant que le voyageur était un homme mauvais, se demande si Sora le savait déjà d'une certaine manière. Et il répond avec son pu, comme pour confirmer. Ivy a toujours peur du gardien aux cheveux roux, se demandant si elle devrait juste renoncer à passer par le village de la Tomé. Mais elle sait que si le gardien la regarde, s'enfuir ne ferait que sembler suspect. Elle essaie de passer, mais panique quand elle est arrêtée. Le gardien n'a bien sûr jamais vu Ivy auparavant et veut savoir qui sont ses parents. Elle commence à répondre, seulement pour voir le regard redoutable du gardien la fixer, faisant blêmir son visage. Ivy remarque une menthe religieuse atterrir sur son épaule. Cependant, le regard était tout dans sa tête, car on voit qu'il a un air plus détendu. Elle mentionne l'insecte, ce qui fait paniquer un peu l'homme qui le chasse. Et il la remercie une fois qu'il est hors de son épaule. Elle essaie de s'éloigner, mais est à nouveau arrêtée. Parce que le gardien n'a pas fini de l'interroger. Elle lui dit qu'elle vient du village de la Tomie. Et le gardien est choqué d'entendre qu'elle vient de si loin. Mais apparemment, il a entendu dire que les choses sont assez difficiles à la Tomie en ce moment. Ivy n'a aucune idée de ce qu'il veut dire par là. Mais le gardien s'agenouille vers elle, assurant à Ivy qu'une fois qu'elle est à la Tomée, elle sera en sécurité. Et tant qu'elle devient une aventurière, elle peut gagner assez pour manger. Mais la seule chose à laquelle elle pense en s'éloignant, c'est ce qui est arrivé à son village natal. Elle regarde avec émerveillement l'activité de ce grand village. Elle se dirige vers le boucher pour négocier la vente de souris des champs et d'autres gibiers. Le boucher est d'accord, mais met en garde Ivy contre le fait qu'elle pourrait être attaquée par des monstres Nonochi si elle chasse seule. Et en quittant le boucher, Ivy se demande si Nonochi a réellement cassé ses pièges à souris des champs. Elle se dirige vers la zone des aventuriers pour y installer un espace de repos. Mais elle a peur encore une fois en voyant le grand superviseur de la garde. Le gardien dit à Ivy qu'elle sera en sécurité dans cette direction. Mais elle a besoin de ce permis, sinon elle ne sera pas autorisée à venir ici. Ivy installe ensuite une bâche de repos et s'écrase sur le sol agréable. Devant elle, il y a de plus grandes tentes, ce qui implique la présence d'aventuriers de niveau intermédiaire. Alors que dans sa zone, les tentes plus petites laissent entendre des aventuriers novices. En voyant les tentes, elle souhaite en avoir une, car elle aurait moins à se soucier de la météo. Et bien sûr, elle pourrait laisser sortir Sora du sac. Mais en y pensant, elle a toujours la récompense de l'information, n'est-ce pas? Ivy retourne en ville pour faire du shopping de tentes. Et elle trouve un magasin de tentes d'occasion. Elle se détourne en lisant l'enseigne du magasin et est effrayée de voir le garde de la ville lui demander si elle cherche une tente. Cependant, il est aussi un peu effrayé. Et l'autre garde, Velivra, le réprimande, disant de ne pas effrayer les enfants. Ivy leur dit qu'elle n'a pas de tente, le garde se demande si elle a été chassée de son village sans rien. Ensuite, Velivra souligne que les difficultés à la Tomée doivent être réelles. Le garde aux cheveux roux se présente enfin comme Octo. Il lui dit qu'il va emmener Ivy dans un autre magasin et commence à la traîner là-bas. Cependant, après que Velivra ait réprimandé Octo pour avoir été trop brutal, étant beaucoup plus grand que lui, il commence à s'excuser. Velivra confirme que son ami est dense, mais vraiment un homme au cœur bon. Alors il se dirige vers un autre magasin de tentes. Et lorsque le propriétaire apprend qu'Ivy est du village de la Tomie, il la prend en pitié. Elle demande ensuite le prix d'une tente et se demande si 5 Gidal serait suffisant, ce qui, si vous vous en souvenez tous, équivaut à vendre 50 souris des champs. Elle leur dit qu'elle a 2 ladals, soit l'équivalent de 200 souris des champs. Et tout le monde est choqué d'entendre que ce petit garçon a tellement d'argent. Alors Ivy explique que dans le dernier village, elle leur a donné un tuyau sur un monstre et a reçu cette récompense monétaire en pourboire. Et tout le monde la félicite pour sa chance. Le propriétaire propose ensuite ce modèle de tente léger, robuste et nouveau. Ensuite, Ivy marque sa tente avec le kanji de Sora. Le propriétaire lui remet ensuite un nouveau modèle de sac magique. Il est spécial, car chaque fois qu'Ivy en sort quelque chose, personne ne peut voir ce qui est à l'intérieur, ce qui donne une couche de sécurité supplémentaire à ses affaires. Elle dit ensuite ses adieux aux gardes, et commence la mise en place de sa merveilleuse nouvelle tente. Elle semble assez spacieuse pour la petite Ivy. Elle sort son petit Slim endormi et le réveille pour voir leur nouvelle tente. Ce qui le fait sauter de joie à l'idée de leurs nouvelles conditions de repos. Elle réfléchit aux nombreuses personnes qui ont été tellement gentilles avec elle pendant ses voyages.
Et elle est heureuse d'avoir enfin pu obtenir quelque chose qu'elle ressent comme une maison à nouveau. Elle se demande si elle mérite vraiment toute la chance qu'elle a eue. Mais laisse les mots douloureux et le traitement de son village partir, pour dire à Sora qu'ils devraient célébrer leur nouvelle tente. Elle sort de sa tente, et un type à l'air dur d'un groupe d'aventuriers voit Ivy et montre un sourire malveillant. Le groupe s'approche d'elle, et le gros bonhomme l'accuse d'être une voleuse. Avec son copain disant, ouais, c'est en fait sa tante. Il l'accuse ensuite à voix haute de lui avoir volé sa tente et lui dit de la rendre. Ivy affirme qu'elle n'a pas volé. Elle l'a achetée elle-même, bien sûr. Mais le gros bonhomme traite Ivy de menteuse et lui dit qu'il est impossible qu'elle puisse acheter ça. Il saisit sa tenue pour la harceler. Et les femmes la traitent d'avoir une éducation terrible, d'être une menteuse. Ivy essaie de s'enfuir, et l'homme la saisit, et crie à Ivy qu'il va la tuer. Ce qui la fait pleurer. Cependant, le garde de la clairière vient demander ce qui ne va pas, leur disant que quiconque cause des problèmes sera condamné à une amende et expulsé. L'homme rude dit au garde qu'Ivy lui a volé sa tente, et qu'ils sont les victimes. Mais bien sûr, le garde demande où est leur preuve. L'aventurier suffisant dit alors de regarder l'enfant. Il est impossible que ce petit garçon puisse acheter une tente comme celle-ci. C'est juste du bon sens. Mais le garde vient et saisit la main de l'homme, libérant Ivy. Le garde lui dit que la tente appartient au petit garçon. Et même si les aventuriers essaient encore d'accuser Ivy, le garde confirme que c'est un article acheté chez le vieil homme Lag, et que le capitaine Octo et le vice-capitaine Vélivra de la garde du village de Latomé l'ont amené là, faisant reculer les aventuriers dans l'étonnement, car ils ont été attrapés. Le gars au bandana devient nerveux et dit « Oups, je me suis probablement trompé, ce n'est pas vraiment ma tante. » Ensuite, le garde dit aux aventuriers qu'il aimerait entendre leur histoire en détail, et leur dit qu'ils vont être détenus. Mais le chef essaie de le rassurer, ils avaient juste eu une mauvaise idée. Cependant, avec le garde qui craque ses articulations, c'est définitivement fini pour ces gars-là. Il leur dit que s'ils essaient de s'enfuir, il ne fera preuve d'aucune pitié. Les aventuriers essaient de se séparer, alors le garde siffle, appelant le reste de son équipe. Et maintenant, les aventuriers sont encerclés, avec le garde principal maintenant le bandana aventurier au sol. Le chef du groupe d'aventuriers et l'une des filles s'enfuient, avec les gardes qui les poursuivent. Ensuite, le chef du garde de la clairière vérifie l'état d'Ivy, lui demandant si elle est blessée. Et Ivy le remercie de l'avoir sauvée. Il lui remet ensuite une potion, en guise de consolation pour avoir eu à faire face à une situation aussi effrayante. Et elle est excitée, car elle est étincelante, toute neuve, tellement, que la réfraction de la lumière du soleil fait briller le bleu sur son visage. Le garde s'en va ensuite interroger les criminels. Et Ivy est heureuse de la tournure des événements. Plus tard dans la nuit, Ivy célèbre en entourant Sora de tonnes de potions. Alors qu'elle s'apprête à manger, elle se demande ce qui ne va pas, car Sora ne dévore pas les potions comme d'habitude. Mais quand elle réalise qu'il a les yeux rivés sur la nouvelle potion, elle lui dit non, car elle doit la garder pour elle-même. Il la regarde juste, agissant tout mignon. Puis commence à gémir parce qu'il la veut vraiment. Terminant leur nuit paisiblement, en se disputant pour savoir qui aura la potion. Un autre beau jour commence, et Ivy s'étire avec enthousiasme pour la journée à venir. Ensuite, elle regarde la petite Sora, qui est excitée à l'idée de chasser davantage. Elle dit au revoir au garde de la clairière en sortant. Et en sortant de la ville, il semble qu'un garde après l'autre salue Ivy par son nom. Et elle semble préoccupée par chacun, car elle n'avait jamais parlé à aucun de ces gars auparavant. Tout le monde semble savoir qui elle est. À l'extérieur de la ville, il semble qu'un monstre ait encore une fois détruit le piège de chasse d'Ivy. Elle sent alors une présence inhabituelle. C'est Ciel avec plusieurs lapins dans sa bouche. Il les pose sur le sol, ce qui amène Ivy à demander s'ils sont pour elle. Ciel grogne d'un ton affirmatif. Alors elle le remercie, et les deux s'étreignent avec amour. On dirait qu'il y a 9 lapins. Ivy est ravie de commencer à les préparer pour les vendre. Près d'un ruisseau, Ivy commence à travailler pendant que Ciel et Sora jouent. Elle transpire en préparant les petits sacs de viande. Ça a pris suffisamment de temps pour que Sora et Ciel s'endorment. Elle les réveille car elle doit toujours vendre la viande. En regardant Ciel, Ivy est surprise qu'il soit si docile et gentil, étant donné qu'il est censé être un monstre à dents rares et dangereux. Il revient pour plus de caresses, et après s'être dit au revoir pour le moment, Ciel grogne comme un chat ordinaire. En chemin de retour vers la ville, Ivy dit à Sora qu'il a l'air beaucoup plus fort maintenant. Avant, il avait l'air de pouvoir disparaître à tout moment, tout en sautant sur un bâton et en roulant, en devenant étourdi. Ce qui fait dire à Ivy que son côté maladroit n'a pas vraiment changé. Ivy se rend chez le boucher pour vendre la viande de lapin, et le boucher est satisfait car la viande est très fraîche et sans odeur de gibier. Le boucher est heureux, car les lapins n'ont probablement subi aucun dommage aux organes. Ivy répond nerveusement qu'elle les a attrapés dans un piège, car les lapins ont tendance à lutter dans les pièges, ce qui dégrade généralement la saveur. Mais bien sûr, Ivy ne peut pas révéler le fait qu'elle a apprivoisé un super rare à Dandala, qui les a attrapés pour elle. Le boucher remet à Ivy son paiement et est heureux qu'Ivy apporte des viandes de qualité comme celle-ci à tout moment. Alors qu'Ivy marche, soulagée d'avoir pu vendre quelque chose grâce au travail de Ciel,
Un des gardes lui demande avec enthousiasme si elle a pu faire de bons sous aujourd'hui. Un autre la salue, demandant si elle a affronté des monstres Nonoshi. Un autre demande si elle a attrapé beaucoup de bonnes choses à manger. Sa voix devient un peu fatiguée. Elle doit la rendre plus grave pour avoir l'air d'un garçon. Alors elle se cache dans une ruelle pour éviter toute autre conversation futile avec les gardes. Jusqu'à ce qu'elle soit attrapée par Velivra, qui lui demande pourquoi elle se cache dans un endroit comme celui-ci. Pendant qu'il marche, il se rend compte de tous les ennuis que le capitaine Octo lui a causés. Il a fait le geste sympa de dire aux autres guetteurs que si un aventurier nommé Ivy est en difficulté, assurez-vous de l'aider. S'assurant que tout le monde savait qu'Ivy était jeune et travailleur, donc les collègues gardes devraient veiller sur lui quand ils le peuvent. Octo est un peu têtu, car quand il a une idée en tête, personne ne peut l'arrêter. Mais il a vraiment de bonnes intentions. Velivra se sépare d'Ivy car il a d'autres choses à faire. Ivy continue sa marche, soupirant en appréciant la pensée du geste d'Octo, mais elle n'aime pas se faire remarquer. Cependant, avec les gardes qui lui font signe, elle est joyeuse en pensant que cette ville pourrait être un bon endroit. Quelque chose attire alors l'attention d'Ivy. C'est le fruit Zaro, une spécialité de sa ville natale de l'Atomi. Mais ils sont très chers. Le vendeur de fruits lui explique qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour se procurer ceci, car l'Atomi est le seul endroit où l'on peut cultiver ces fruits. Mais avec la mauvaise récolte cette année, cela a été particulièrement difficile de les acheter. L'homme apprend qu'Ivy vient du village de l'Atomi et demande où sont ses parents. Mais quand Ivy explique qu'elle voyage seule, l'homme remarque que c'est la faute de l'idiot du village. Cependant, Ivy se demande ce qu'il veut dire. Il explique que la voyante Luba a toujours protégé les cultures de Zaro du village de l'Atomi, car le moment de récolter les fruits était toujours délicat. Car si le timing était manqué ne serait-ce que légèrement, le fruit de Zaro ne serait pas bon à vendre. Le fruit de Zaro est la principale source de revenus de l'Atomi. C'est pourquoi les villageois aimaient et respectaient Madame Luba. Cependant l'homme a entendu dire que le chef du village ne pouvait pas le supporter. Alors quand Luba est tombé malade, il ne lui a pas donné de médicaments. C'est ce que disent les gens, de toute façon. Cela choque Ivy, qui se souvient quand elle avait réussi à se faufiler dans l'église pour entendre des femmes parler du caractère étrange de la mort de Luba d'un rhume à cette période de l'année. L'homme explique aussi qu'il y a une rumeur selon laquelle le chef du village essaie de faire porter tout cela sur un enfant. Le visage d'Ivy s'assombrit alors qu'elle se souvient des horribles mots que le chef du village avait prononcés à son sujet. L'homme continue en expliquant qu'avec la disparition de Luba, la récolte de Zaro du village de l'Atomi a chuté, et ils ont connu des difficultés financières. Alors le chef a essayé de réduire le nombre de bouches à nourrir, et certains villageois se sont rebellés, ont pris leur famille et ont quitté le village. D'autres qui ont défié le chef ont été expulsés. Un désastre complet. Il demande ensuite pourquoi Ivy est partie, et elle explique que ses parents ont pris parti pour le chef, et que cela a causé des problèmes. Serrant sa veste, à la pensée de la trahison horrible de sa famille. L'homme se sent alors désolé pour Ivy, alors il lui tend un fruit de Zaro. Quelque chose dont Ivy est reconnaissante. Elle s'assoit dans sa tente avec Sora, réfléchissant aux événements qui se sont déroulés dans le village de l'Atomi. Malgré tout le mauvais traitement, elle est toujours inquiète de ce qui est arrivé à sa famille. Sa famille l'a rejetée. Et maintenant, elle est dans un endroit inconnu avec des gens qu'elle ne connaît pas. Mais maintenant, elle s'amuse enfin à nouveau. Surtout maintenant qu'elle a à la fois Sora et Ciel, Capitaine Octo et Velivra. Toute la ville ici à l'Atomi a été tellement gentille avec elle. Et elle a aussi encore son mois passé, qui lui parle. Et maintenant, même une petite maison. Elle se demande si c'est cela qu'on appelle le bonheur. Alors Sora saute de joie. Et comme d'habitude, Ivy n'a aucune idée de ce qu'il dit. Elle rit parce qu'elle ne comprend pas, mais d'une certaine manière, elle comprend. Parce qu'ils sont amis, après tout. Elle prend une bouchée et apprécie le goût du fruit de Zaro. Le même qu'elle avait quand elle était petite. La même saveur que Luba protégeait. Elle pense alors à quand Luba lui avait dit de se rendre dans la ville voisine de la capitale royale. Mais, si elle trouvait un endroit où elle aimerait vivre pour toujours pendant son voyage, elle pourrait aussi y rester. C'est un autre jour merveilleux. Et Ivy fait ses salutations matinales habituelles à tous les guetteurs de la ville. Elle sort pour une bonne chasse, en plaçant plusieurs pièges. Consciente de les placer là où les monstres Nonoshi ne marcheront pas. Elle se dirige ensuite avec Sora vers une décharge, car il a aussi besoin de quelque chose à manger. Mais s'arrête soudainement parce qu'elle sent des gens. Elle fait sauter Sora dans le sac. Et oh mon Dieu, ce sont les deux aventuriers qui l'ont intimidée plus tôt et qui se sont échappés. L'homme l'accuse d'avoir fait arrêter ses amis l'autre jour, même si ce sont eux qui l'ont intimidée et qu'elle n'a pas vraiment fait grand-chose. Alors qu'Ivy recule devant le voyou qui s'approche, il arbore un sourire vicieux en se rappelant qu'Ivy a un slim rare avec elle, et lui dit que si elle veut partir en sécurité, elle doit lui remettre le slim. Ivy refuse, car Sora est son amie. Et la fille aventurière dit à Ivy que si elle ne le fait pas, elle subira quelque chose de plus douloureux. L'homme se tient au-dessus d'Ivy, lui disant qu'elle va être passée à tabac. Et Ivy regarde avec crainte, avec les grands adultes sur le point de lui donner une raclée. Elle prend la fuite, et alors que les voyous la poursuivent, elle tourne rapidement à gauche et fait en sorte que l'homme se retrouve pris dans l'un de ses pièges.
La fille aventurière se moque de lui, et il coupe furieusement la corde lui-même, en proclamant que le garçon ne s'en sortira pas vivant. La fille apparaît ensuite devant Ivy, et l'homme la prend dans ses bras, le vol à l'arraché sur le point de commencer. Quand Ivy se débat, la fille la saisit également, lui disant de ne pas bouger. Mais alors la fille voyou devient nerveuse. En les voyant que Ciel est apparu devant eux, il pose Ivy et recule à la vue du majestueux Adandala, qui est prêt à déchiqueter leur visage dégoûtant et honteux. Et quand Ciel rugit, la fille s'évanouit, et l'homme s'enfuit rapidement pendant que Ciel se lance à sa poursuite. Ciel est si rapide cependant, rattraper l'homme était inévitable. Et Ciel ramène l'homme comme s'il s'agissait d'une proie de lapin qu'il avait attrapé plus tôt. Ciel s'approche d'Ivy pour lui donner des tapes sur la tête. Un autre jour avec un travail bien fait. Et Ivy regarde les voyous, se demandant si Ciel avait fait cela au lapin l'autre jour. Ivy sent plus de gens, et fait cacher Ciel. Elle entend une voix familière l'appeler, alors elle appelle la voix à elle. C'est le capitaine Octo et Vélivra, qui vérifient qu'Ivy n'est pas blessée. En patrouillant, ils ont entendu le rugissement d'un monstre et des cris humains, alors ils se sont dépêchés. Alors Ivy désigne les deux criminels recherchés de l'autre jour, laissant Octo et Vélivra abasourdis. Chez Octo, il passe en revue un rapport avec elle sur ces deux aventuriers. Et apparemment, ils ont tous été sous enquête pour d'autres crimes potentiels qu'ils auraient commis. Ils ont volé de l'argent et des biens à de jeunes aventuriers et utilisé de fausses accusations. Et plusieurs fois, leurs crimes ont été signalés à la guilde des aventuriers, mais il était difficile de rassembler des preuves contre eux. De plus, les deux qu'ils avaient attrapés aujourd'hui étaient spécifiquement recherchés pour meurtre. Et leur châtiment sera maintenant de devenir des esclaves sans possibilité d'émancipation. Les deux autres attrapés ont également été condamnés à l'esclavage, mais pour une durée plus courte. Et Ivy est soulagée de pouvoir enfin se reposer tranquille. Octo l'a amenée ici pour une raison particulière. Puisqu'elle a aidé à leur capture, elle recevra des récompenses monétaires. Ce qui choque Ivy car elle est payée 2 ladal et 3 gidal. Et elle perd la tête en réalisant qu'elle est payée 2300 souris de champ. Et avec tout l'argent qu'elle a actuellement, elle a une valeur nette de 5000 souris de champ. Il remet l'argent à Ivy et lui dit que si ce n'est déjà fait, elle devrait ouvrir un compte en banque. Transporter tout cet argent peut être un peu dangereux. Il se dirige donc vers une guilde commerciale, pour qu'Ivy puisse effectuer un dépôt, où le banquier lui fait signer avec une goutte de sang. Octo lit, et apprend qu'Ivy a 8 ans et 11 mois, et est choqué d'apprendre qu'elle aura bientôt 9 ans. Il pensait qu'Ivy avait 6 ou 7 ans, mais elle s'exclame qu'elle n'est pas si petite. Elle dépose ensuite son argent et reçoit une plaque. Dehors, Octo explique qu'avec la plaque, elle peut retirer des fonds à la guilde commerciale dans n'importe quel village ou ville. Ivy remercie Octo pour toute l'aide, et alors qu'il rit, en profitant, Vélivra apparaît en colère, car il cherchait son capitaine car Octo n'avait jamais dit où il allait. Octo le regarde nerveusement en disant « Oh, je ne te l'ai pas dit ?» Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Les trois se promènent en ville, et Octo demande à Ivy si elle a déjà mangé le plat signature de la ville. Ce sont des brochettes de nonoshi, quelque chose qu'Octo traitera Ivy à chaque fois qu'elle le voudra. Et elle sourit, impatiente de déguster ce délicieux repas. Elle reçoit une tape sur la tête d'Octo et se demande depuis combien de temps elle n'a pas reçu de tape sur la tête. Il se dirige ensuite vers un endroit pour manger. Et lorsque le chef voit Ivy, elle plaisante, demandant si c'est l'enfant secret d'Octo. Ce qui le fait rire, et il commente, « Adorable, n'est-ce pas ?» Alors qu'il s'installe à leur table, Ivy regarde avec émerveillement la taille des brochettes de nonoshi. Elle devient un peu nerveuse en entendant Octo commander 10 brochettes pour chacun d'eux. Mais il affirme qu'elles sont tellement bonnes que ce sera facile d'en manger autant. Cependant, Vélivra sait que son capitaine exagère, ne tenant pas compte de la corpulence actuelle d'Ivy. La nourriture arrive, et Ivy prend une bouchée de la délicieuse brochette. Vélivra remarque que la chef ici est si douée que quiconque à la capitale royale aimerait aussi en manger. Et le chef explique qu'elle a une compétence culinaire à 4 étoiles. À seulement une étoile en dessous du maximum de 5 étoiles. Ivy devient un peu triste en se rappelant son propre classement actuel en étoiles. Octo dit ensuite que les deux criminels qu'ils ont attrapés aujourd'hui avaient tous les deux une compétence de course à 3 étoiles. C'est certainement pourquoi il était si difficile de les attraper avant. Il demande ensuite quelle est la compétence actuelle d'Ivy, et Vélivra fait remarquer que si sa compétence correspond bien, elle pourrait rejoindre les gardes ici à l'avenir. Elle explique tristement qu'elle est une dresseuse, et Octo pense que c'est une compétence merveilleuse. Il lui demande ensuite combien d'étoiles elle a, et elle devient nerveuse, tremblant à l'idée de le mentionner. Octo et Vélivra pourraient avoir deviné qui elle est, ayant fui du village de l'Atomie. Alors Octo la caresse et dit parfois, même les gens avec beaucoup d'étoiles sont totalement inutiles. Ces voyous d'aujourd'hui en sont un bel exemple de fléau de la société. Vélivra est d'accord, car de nombreuses personnes avec des étoiles ne parviennent toujours pas à utiliser leurs compétences correctement et finissent par prendre le mauvais chemin dans la vie. C'est le travail des gardes de garder de telles personnes sous contrôle. Ivy regarde surpris, alors qu'Octo fait remarquer qu'il y a beaucoup de personnes avec une seule étoile qui sont dignes de louange. Et qu'Ivy devrait être fière de tout ce qu'elle a accompli. À la fin de la soirée, ils se saluent.
Elle réfléchit à la façon dont elle n'a même pas une étoile. Et le lendemain, elle dit au revoir aux deux. Alors qu'elle prévoit de continuer à tenir sa promesse à Luba de se rendre à la ville à côté de la capitale royale. Octo dit que où qu'elle aille, elle peut mentionner son nom. De cette façon, elle pourra passer plus facilement. Ils lui disent de revenir quand elle veut. Vylivra dit à Octo le rapport qu'il a reçu du village de l'Atomie sur tous les enfants d'une étoile, Ivy ne figurant pas sur la liste. Le seul qui s'était enfui étant une fillette de 8 ans sans étoile. Et Octo se gratte la tête sachant qu'il n'a malheureusement pas gagné suffisamment la confiance d'Ivy pour qu'elle leur dise la vérité. Ils comprennent tous deux combien les événements à l'Atomie ont dû profondément blesser son cœur, et espèrent qu'un jour, Ivy sera prête à s'ouvrir à eux deux. Encore une merveilleuse journée, avec Sora qui saute de joie, alors qu'Ivy court après lui. Mais il semble d'une certaine manière plus rapide que jamais. Après avoir trouvé un endroit pour se reposer, Ivy finit enfin par s'asseoir pour boire un verre. Et Sora vient sautiller de joie, tellement plein d'énergie. Que va-t-elle bien pouvoir faire avec lui? La vie passée d'Ivy révèle que Sora a dû évoluer davantage après avoir guéri les blessures de ciel. Mais elle ne sait pas vraiment ce que cela signifie. Sora repère quelque chose et Ivy doit encore courir après lui. Et il découvre des plans de Yamamo qui ont tous été déterrés. Et Ivy devient un peu nerveuse, se demandant à quel point les monstres Nonochi sont grands. Elle tombe au sol à la pensée de fuir les dangereux sangliers. Les buissons bruissent derrière elle, augmentant la frayeur. Mais c'est Ciel qui surgit, la puissante bête à Dandala qui semble maintenant juste être un gros nuage de poils quand Ivy joue avec elle. Ivy ne se lasse tout simplement pas de ces précieux monstres. La nuit tombe, et Ivy déguste quelques délicieuses brochettes de lapin au feu de camp. Elle remercie Ciel, car elle en avait tellement attrapé pour elle. Et elle rit en voyant Sora savourer aussi son dîner. Elle pense à se réveiller tôt demain pour vérifier les pièges à souris dans le champ. Mais tout n'est pas en paix avec un être mystérieux qui l'observe depuis les ombres. Elle vérifie ses pièges, mais un par un, il ne semble pas y avoir une seule souris attrapée. Mais il reste de la viande de la veille qu'ils peuvent déguster. Ivy frissonne soudainement en ressentant une présence glaciale. Et un brouillard noir apparaît. Ivy prend ses jambes à son cou, notant que le brouillard noir qui la poursuit lui donne la nausée. Elle finit par arriver au bord d'une falaise, sans nulle part d'autre où aller. Et quand elle se retourne pour le voir, elle est stupéfaite de découvrir que ce n'est pas un monstre, mais ce qui semble être un humain qui en est la cause. Ciel arrive pour rugir puissamment, faisant disparaître l'humain qui causait le brouillard, mais ne laissant qu'à Ivy plus de questions sur ses origines. Ivy et Sora voyagent confortablement sur le dos de Ciel. Mais soudain, Ciel commence à devenir agressive. Il y a un ogre qui escalade la falaise sur laquelle il se trouve, et un autre devant eux également. Ivy met Sora dans le sac. Puis Ciel s'engage dans un combat avec l'un des ogres, mordant son bras et précipitant l'ogre hors de la falaise dans l'eau. Des rochers commencent à tomber d'en haut sur Ivy et 4 autres ogres tombent en dévalant vers elle. Alors elle prend ses jambes à son cou. Elle arrive dans une forêt stérile, regardant avec horreur pourquoi il y a tant de poupées de paille accrochées parmi les arbres. Mais elle ne peut pas rester longtemps, car les ogres se rapprochent. Elle court plus loin mais déclenche un piège, donnant aux ogres l'occasion de l'encercler. L'un des ogres saute pour attaquer, mais soudainement le feu le propulse loin. Un homme entre en scène en créant une tornade enflammée, avec le feu qui se propage et qui cuit les ogres vivants. L'homme se vante alors fièrement, « Avez-vous vu ça? Cette attaque tempête de feu m'appartient, je suis Ratoloa. » Bien que maintenant il regarde nerveusement Ivy qui brûle dans un piège. Il est surpris de voir un enfant coincé là-haut. Puis un archer réprimande Ratoloa, disant qu'il doit apprendre à se retenir. Alors qu'il coupe le filet de piège d'Ivy, elle commence à crier alors qu'elle chute mais Ratoloa arrive à la rattraper. Il lui demande pourquoi elle est là. Mais elle n'a pas le temps de répondre qu'un ogre brandit sa massue au-dessus d'eux. Il s'échappe, atterrissant sur de gros slimes rebondissants. Appelée par l'ami de Ratoloa, Mira. Alors qu'elle reprend ses slimes, elle dit, elle ne s'attendrait pas à moins de l'épée flamboyante, des escouades de suppression, en parlant de Ratoloa. Et leurs deux amis abattent les ogres derrière eux. Ratoloa était juste un peu surpris par Ivy, c'est tout. Un autre ogre s'apprête à frapper. Mais il est abattu par les flèches de celui que nous connaissons maintenant sous le nom de Shifal. Shifal réprimande Ratoloa pour avoir posé des pièges, puisqu'ils n'ont même pas attrapé les ogres. Mais Ratoloa se défend, disant eh bien, nous nous en sommes débarrassés en toute sécurité de toute façon. Après coup, Ivy parle à l'escouade de suppression. Ils sont ici parce que de nombreux monstres se sont installés dans cette région, et ils ont été envoyés ici pour les chasser. Les pièges étaient destinés à chasser les ogres, mais comme Ratoloa a mis le feu à toute la zone, il était peu utile de les utiliser. Il s'inquiète de savoir si Ivy est blessée. Donc, en imitant la voix d'un garçon, elle répond « Eh non monsieur, je vais bien. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. » Elle ne sait pas comment se référer au groupe, alors Ratoloa lui dit qu'ils sont un groupe d'aventuriers connus sous le nom de l'Ordre du Feu. L'homme aux cheveux blancs et à la grande épée est leur chef Sezelk. L'homme aux cheveux rouges et à la hache est Nougat. Il y a Shifal, l'archer bien sûr. Ratoloa. Et Mira, faisant partie du groupe des Vertes Brises, est une amie de Ratoloa. Ivy les remercie très formellement, son capuchon tombant sur sa tête, faisant rire tout le monde. Alors qu'ils descendent vers leur campement,
Shilfal demande ce qu'elle faisait dans les montagnes. Elle leur dit qu'elle se rendait à Otolwa et qu'elle venait de quitter le village de l'Atomé. Ils sont surpris d'apprendre qu'elle est venue toute seule de l'Atomé jusqu'ici. Et nous apprenons de Ratolwa qu'ils viennent tous d'Otolwa. Les monstres étant toujours dans la région, Sezelg dit à Ivy de continuer à voyager avec eux, car ils retournent de toute façon dans leur ville. Ils trouvent leur campement et commencent à s'y diriger. Cependant, Ivy trouve Ciel, qui sort des buissons et se nettoie comme il se doit pour un chat. Ivy est heureuse de voir Ciel au début, mais elle craint que si quelqu'un trouve Ciel maintenant, elle ne soit probablement chassée. Ivy met en garde Ciel de se cacher, mais cela ressemble plus à un jeu de charade. Ciel se contente de regarder, car je suis assez sûr qu'elle ne comprend pas du tout. Elle finit par s'en aller. Et Ivy part avec le groupe de l'Ordre du Feu. De retour à leur campement, de nombreux autres aventuriers se reposent également ici. Donc, le campement est devenu beaucoup plus grand. Ils ont mis un répulsif à monstre autour du périmètre, donc il n'y a pas de crainte d'être attaqué. Devant la tente du groupe de l'Ordre du Feu, Sezelg dit à Ivy qu'elle peut installer sa tente à côté de la leur. Le groupe se rend ensuite à leur réunion, laissant Ratolwa derrière lui, qui semble assez nerveux. Ratolwa est nerveux car c'est à lui de cuisiner ce soir. Mais il est mauvais en cuisine apparemment. Peu importe à quel point il essaie. Les gens disent toujours que sa nourriture a un goût étrange ou qu'elle est trop giboyeuse. Et maintenant, il a trop peur de cuisiner. Ivy demande quel plat il prépare habituellement. Malgré son apparence, Ratolwa a des compétences d'attaque flamme à 3 étoiles. Alors il grille, et rôtit, tout en carbonisant tout ce qui se trouve à portée. Puis il assaisonne avec du sel et du poivre. Cela ne fait étrangement qu'inquiéter Ivy encore plus à propos de sa cuisine. Mais elle est heureuse de l'aider à cuisiner. Elle saupoudre la viande de lapin sauvage avec des herbes pour enlever le goût giboyeux. Et frotte un peu de sel pour l'assaisonnement. Puis elle coupe la viande en morceaux de bouchée pour les saisir uniformément. Et ajoute des légumes hachés pour les mijoter dans une marmite avec la viande, ajoutant plus d'herbes ici pour l'arôme et la saveur. Ensuite, avec cette viande moue, elle ajoute des herbes légèrement épicées. Et la fait frire jusqu'à ce qu'elle prenne une belle couleur brune. Laissez Ratolwa émerveillé par l'habileté culinaire d'Ivy. Le dîner est prêt et les gars de l'Ordre du Feu admirent la nourriture. Et s'assoient pour en profiter. Dès la première bouchée, ils commencent à pleurer, rendant Ivy nerveuse que la nourriture ne leur plaise pas. Mais non, ils pleuraient de joie devant sa grandeur. Même avec du lapin sauvage, il n'y a pas une once de gibier. Et un arôme magnifique. Ivy sait que la nourriture cuite avec des feuilles qui sentent bon à haute température aide à enlever le goût giboyeux de la viande. Et se demande si les gens d'ici ne le savent pas. Mira revient, prête à savourer le repas préparé par Ivy. Et rougit du goût délicieux. Nougat manque de s'étouffer en mangeant trop vite. Shilfal était inquiet de laisser Ratolwa gérer le dîner ce soir. Mais attendez, est-ce qu'elle a fait toute la cuisine? Ratolwa tente nerveusement de se défendre. Mais Ivy le couvre, disant qu'ils l'ont fait ensemble. Avec son habileté à ajuster la chaleur, Ivy a pu bien cuisiner. Et pour détourner leur attention, il montre son habileté magistrale en magie du feu, et tout le monde apprécie le spectacle pyrotechnique. Elle note que s'ils avaient une variété de métaux, les flammes pourraient avoir une couleur encore plus belle. Alors Mira sort des morceaux d'équipement cassés, et Ivy les attache en un pétard pour que Ratolwa puisse le tirer. Et quand il l'allume, une variété de couleurs éclate au-dessus du campement. Un merveilleux spectacle inédit dans ce monde. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ivy fait la vaisselle, Sezelg vient lui dire de faire une pause, puisqu'Ivy a cuisiné pour eux tous. Cependant, elle les supplie de la laisser nettoyer, en remerciement de l'avoir sauvée et escortée jusqu'à leur camp. Sezelg dit d'accord, mais il veut nettoyer avec elle. Et Ratolwa tombe, parce qu'Ivy est si adorable et sincère. Elle est vraiment un amour. Ratolwa cajole Ivy parce qu'il a toujours voulu un petit frère comme lui. Et le reste du groupe vient le frapper. Ivy rentre dans sa tente, offrant aux dormeurs Sora quelques potions bleues à manger. Il est joyeux, mais elle le fait taire parce que les gens dorment. Après qu'il se soit endormi, nous voyons Ivy se peigner les cheveux, et elle réfléchit à la journée. Elle est heureuse que le groupe d'aventuriers qu'elle a rencontré soit composé de bonnes personnes. Avec les lumières éteintes, nous voyons Shilfal attristé que la petite Ivy ait voyagé jusqu'ici tout seul. Nougat pense qu'Ivy est trop maigre, et ne doit pas bien manger. Sezelg pense qu'Ivy est trop consciente des autres, parce qu'Ivy a eu un regard anxieux, quand on lui a dit de se reposer. Et avec le bonheur qu'Ivy a exprimé quand on lui a permis de nettoyer, on dirait qu'Ivy a dans sa tête que s'il n'est pas utile, il sera mis de côté. Et Ratolwa est allongé dans son lit en entendant tout ça, alors qu'il mâche ses idées. Mais la nuit se termine avec Ivy et Sora reposant paisiblement. C'est un autre superbe matin pour Ivy, qui s'est reposée paisiblement au camp de l'épée flamboyante, se rendant maintenant pour sa course habituelle aux ordures, découvrant quelques potions potentielles pour le petit déjeuner de Sora. Alors qu'elle est là, des limaces passent pour dissoudre une partie des déchets, ce qui signifie qu'il y a un autre dompteur de monstres ici. Il s'agit de Mira, qui commande ses limaces Lastal et Lidel pour continuer à se débarrasser des ordures. Apparemment, ce sont des limaces rares qui ont la capacité de consommer des épées. Et ceux qui contrôlent des limaces rares jouissent d'un statut social élevé, ce qui signifie que Mira a beaucoup de relations.
Ivy demande à Mira si elle a déjà vu une limace mal formée, mais elle n'en a jamais vu, car c'est extrêmement rare. Si on arrivait à en attraper une, elle pourrait facilement être vendue pour une grosse somme. Soudain, Ivy ressent une présence qui la rend malade, la même qu'elle a ressentie quand elle était poursuivie par le vent sombre. Mira essaie de lui demander ce qui ne va pas, mais avant qu'Ivy puisse expliquer, Ratoloa arrive, avec d'autres aventuriers pour décharger leurs déchets. Il s'avère que les ogres étaient difficiles à gérer, donc ils ont plein d'armes usées qu'ils ont besoin que Mira élimine. De plus, avec les ogres complètement éliminés, le groupe retourne maintenant à Otoloa. Ils célèbrent le soir avec des boissons et Ivy leur sert des brochettes. Et aussi une délicieuse soupe de viande de coco. Tout le groupe est impressionné par les différentes techniques de cuisine qu'Ivy a accumulées. Alors qu'ils s'amusent, Ivy s'inquiète pour Ciel, car le groupe a dit qu'ils avaient éliminé tous les monstres. Mais son mois passé la rassure en disant que s'il se battait contre son Adandala, il y aurait un grand remue-ménage et tout le monde le saurait immédiatement. Et elle a raison, Ciel baille loin du camp. Tout le groupe se rassemble autour d'Ivy, et Mira présente ses frères jumeaux Zénétorque et Marm. Les trois forment le groupe de la Verte Brise. Les jumeaux félicitent Ivy comme leur sœur avait mentionné à quel point elle était intelligente. Et ils voulaient qu'Ivy rejoigne leur groupe quand elle sera grande. Cependant, Ratoloa s'immisce en disant pas question, car Ivy va être son petit frère. Mais Cézelk lui donne une bonne claque, disant à Ratoloa d'arrêter de plaisanter. À la vue du groupe d'aventuriers rois de la foudre approchant, Mira et ses frères décident de quitter les lieux. Apparemment, les jumeaux Torque et Marm ne se sentent pas à l'aise en présence du capitaine du roi de la foudre, Borolda. Cependant, elle est heureuse que le capitaine affirme qu'Ivy devrait voyager avec Cézelk de retour en ville. De retour dans sa tente, Ivy libère Sora pour qu'il puisse prendre son repas, sortant des tonnes de potions qu'elle a pu récupérer des tas d'ordures, faisant tellement de bruit de joie que Ivy doit le calmer. Pendant qu'ils se détendent, Ivy ressent à nouveau cette présence nauséabonde. Elle décide de cacher Sora alors que la présence se rapproche, mais elle disparaît soudainement. À l'extérieur de sa tente, Ratoloa l'appelle. Il espérait que Ivy l'aiderait à préparer le petit déjeuner de demain matin. Cependant, alors qu'il s'en va, elle reste méfiante à l'égard de cette étrange présence qu'elle a ressentie. Elle rentre à l'intérieur et se demande si Ratoloa pourrait potentiellement en être la source. Sora essaie d'expliquer, mais c'est futile car Ivy ne comprend pas. Elle se demande si des dresseurs comme Mira, avec des étoiles, pourraient comprendre ce qu'il dit. Il commence à vibrer de manière statique, rappelant à Ivy comment il tremblait à ces moments où il passait devant le type avec l'alcool illégal et le gang de meurtriers. Elle décide de demander à Sora à propos de Ratoloa, Cézelk, Nougat et Chifal, et Sora répond joyeusement. Cependant, en entendant parler de Mira de la Verte Brise, il commence à trembler de peur, indiquant qu'elle doit être la source de cette aura nauséabonde. À la porte du village d'Otoloa, le garde essaie de vérifier l'identité d'Ivy avec son nom et le village d'origine. Cependant, en prouvant que le capitaine Octo de l'Atome est son garant en utilisant sa tablette bancaire, elle obtient la permission en signant simplement son nom. En entrant, elle contemple avec émerveillement la grande ville animée d'Otoloa. Il décide de trouver un endroit pour se reposer à la clairière des aventuriers. Cézelk explique que même s'ils viennent de finir de débarrasser les monstres autour de la région, ils ne peuvent pas encore rentrer chez eux car il y a aussi des personnes dangereuses qui posent problème. Borolda ajoute que des gens sont enlevés et vendus comme esclaves par une organisation criminelle. La milice de la ville a localisé leur repère et l'a attaqué plus tôt. Mais il semble que l'information ait été divulguée et le repère complètement déserté. Cézelk est profondément en colère de savoir que des gens sont enlevés. Mais il n'y a eu aucun signalement de personnage suspect. Ivy est particulièrement inquiète après avoir appris qu'elle est une cible privilégiée. Cette organisation cible principalement les enfants. Tout le groupe souhaite avoir un indice ou une piste. Ivy décide donc de partager son expérience d'avoir failli être attaqué, ce qui fait gaspiller tout le monde d'étonnement. Un homme du groupe libère alors une barrière pour qu'il puisse discuter sans être écouté de l'extérieur. Ivy raconte alors son histoire d'avoir été poursuivie dans la forêt par une présence nauséabonde, avant de rencontrer l'épée flamboyante. Mais quand un monstre, alias Ciel, est apparu, la présence a fui. Le groupe félicite Ivy pour son talent particulier de ressenti, qu'elle a acquis en vivant seule dans les forêts ces dernières années. Elle parle ensuite de la sombre présence qu'elle a ressentie au camp et qui a disparu quand Ratoloa est passé. Ce qui pousse Cézelk à demander Ratoloa ce qu'il faisait près de la tente de Ivy. Cependant, Ratoloa se disculpe, son alibi étant qu'il était venu demander à Ivy de l'aider à préparer le petit déjeuner. Et Nougat soupçonne que l'apparition de Ratoloa a fait fuir celui avec la présence sombre. Elle commence à expliquer que le véritable coupable est Mira. Mais lorsqu'on lui demande des preuves, elle se souvient que Mira a dit qu'une telle limace rare pourrait être vendue à un prix élevé. Et le groupe d'aventuriers qui avait essayé de lui voler Sora. Elle ne supporte pas l'idée que plus de gens viennent après Sora. Alors, au lieu d'élaborer davantage, Ivy leur dit d'oublier ce qu'elle a dit. La nuit tombe, et dans sa tente, Ivy ne sait pas quoi faire, car elle ne peut pas simplement parler de lui aux gens. Sora acquiesce simplement avec son constant pu, faisant douter Ivy s'il essaie de dire que c'est bon si elle leur parle de lui.
Ivy se souvient alors quand Luba lui avait dit que tous les secrets finiraient par être révélés, et qu'un jour, Ivy aurait besoin de personnes qui se battraient à ses côtés. Le matin venu, elle voit ses alliés dans la clairière. Elle est sur le point de préparer le petit déjeuner, mais ses elfes l'arrêtent pour jeter une barrière d'isolement autour d'eux. La mauvaise nouvelle est qu'ils ont tous en effet découvert un côté plus sombre de Mira de la Verte Brise, ainsi que de ses frères aînés. Après avoir entendu le tuyau d'Ivy hier, ils ont décidé de suivre tous les mouvements de Mira et ont repéré la Verte Brise en train de mener des affaires clandestines avec un marchand ambulant. Un des hommes du groupe de Borolda a même essayé de les tester quand le marchand partait. Et tous ceux de la Verte Brise prétendaient simplement qu'il donnait des indications à un homme perdu. Mais ils trouvaient particulièrement suspect que la Verte Brise utilise également une barrière sonore comme celle qu'ils utilisaient pour empêcher leur conversation de fuiter, surtout pour donner des indications. Shifal a également enquêté sur le marchand à la guilde des commerçants, mais a appris qu'il n'y menait apparemment aucune affaire dans cette ville. En mettant tout cela ensemble, ils déduisent qu'il s'agit d'un marchand d'une autre ville utilisant un objet magique coûteux pour empêcher le son de fuiter. Et pourtant, il n'y avait aucune affaire en cours. L'équipe est contrariée, car beaucoup d'entre eux sont de bons amis avec Mira et ses frères. Cependant, Sezelk est heureux qu'ils aient enfin une piste sur les enlèvements. Ivy est surprise qu'il les crût si facilement sans trop de preuves. Alors, Ratoloa lui demande pourquoi elle leur prépare à manger. Elle répond que c'est parce qu'elle veut que tout le monde profite des choses qu'ils mangent. Cette déclaration seule, et la manière dont Ivy se comporte, suffisent à leur montrer qu'elle n'est pas une personne qui leur mentirait. Entendre cela la fait sourire. Ses yeux brillent. Elle pense qu'elle n'est rien pour personne. Et pourtant ils lui ont fait confiance. Elle leur révèle alors qu'elle est en fait une dresseuse, et que le Slim qu'elle a apprivoisé est celui qui lui a parlé de Mira. Elle les ramène ensuite dans sa tente, et présente Sora. Et tout le monde le regarde avec émerveillement, car ils n'ont jamais vu de Slim transparent rare auparavant. Elle n'est pas sûre pourquoi, mais Sora a d'une manière ou d'une autre la capacité de voir à travers les mauvaises personnes. Et immédiatement, Borolda et Sezelk comprennent pourquoi Ivy devait garder Sora secret, puisque la rareté du Slim aurait pu attirer des poursuivants sur eux. Donc, tout le monde dans le groupe promet de le garder secret. L'un des hommes nommé Rick Belt commence à caresser le mignon Slim. Et Ratoloa se vante d'Ivy, chantant les louanges d'Ivy parce qu'il l'a trouvé en premier. Apparemment, les Slims transparents ne sont entendus que dans les légendes et les histoires. Pendant que Rick Belt continue de caresser Sora avec sa tête, il devient ennuyant pour lui alors Shifal le tire de là avant de lui en mettre une. Après s'être remis de sa raclée, Rick Belt décide de tester la capacité de Sora à voir à travers le mal. Il se présente comme étant Ratoloa de l'épée flamboyante. Ce qui fait paniquer Sora comme toutes les autres fois où il avait rencontré des malfaiteurs. Mais ils ont déjà mentionné son nom, donc il pourrait simplement ne pas aimer Rick Belt à cause des caresses excessives. L'homme aux cheveux blonds essaie ensuite, prétendant s'appeler Mark Rick. Bien sûr, cela provoque bien évidemment une crise chez Sora lorsque nous apprenons que son nom est en réalité Lokrik. Mark Rick est en réalité le type chauve au-dessus de lui, qui a secrètement bu toute l'alcool de Shifal la nuit dernière. Quelque chose que Sora confirme être vrai. Cependant, Shifal n'est pas content de son alcool disparu. Jetant un regard mauvais à Mark Rick, il le poursuit et lui en met une. Alors que le groupe mange son repas sous une barrière, Sezelk remarque qu'il n'aurait jamais pensé que les traîtres seraient du groupe. Borolda ajoute alors que cela a du sens, car ils n'ont jamais pu trouver de piste sur l'organisation des enlèvements. Les ennemis se cachaient sous leur nez tout ce temps. Mais maintenant que Mira, Torque et Marm sont les traîtres, cela facilitera l'élimination du reste des méchants. Ivy est d'accord d'un ton attristé. Ce qui amène Ratoloa à demander si c'est difficile pour Ivy de penser à Mira comme à une mauvaise personne. Et il a raison. Apparemment, il connaît Mira depuis qu'ils sont enfants. Pour Rick Belt, Marm est aussi un bon ami à lui. C'est pourquoi il veut l'arrêter de ses propres mains. Personne n'est heureux de devoir retenir leurs amis. Borolda explique ensuite que les incidents d'enlèvement ont commencé il y a environ 10 ans. Les gens pensaient que les enfants disparaissaient parce qu'ils étaient victimes de monstres. Mais il y a 7 ans, le groupe de Borolda et Sezelk a découvert l'existence de l'organisation clandestine, lorsqu'ils avaient pris en charge certaines des victimes qui avaient réussi à s'échapper. Ivy conclut alors qu'il doit y avoir d'autres traîtres dans l'organisation, faisant sursauter tout le monde. Si l'organisation existe depuis si longtemps, il doit y avoir plus qu'une seule équipe de traîtres. Sezelk est d'accord, évoquant à nouveau ce moment où ils avaient attaqué le repère des criminels pour ne trouver personne. Sachant qu'il n'y avait qu'une poignée de personnes en dehors des Vertes Brises qui auraient pu divulguer leur plan. Un problème plus grave est que la promotion des Vertes Brises a été soutenue par un membre de la noblesse. C'est pourquoi le groupe de Borolda leur faisait confiance. Ce n'est pas habituel, car la plupart des nobles méprisent en fait les aventuriers. Alors pourquoi promouvoir des aventuriers auprès d'autres groupes d'aventuriers de haut rang? Le gang est alors agacé, car il n'arrivait pas à comprendre à quel point il était évident que ce noble particulier était impliqué. Quelque chose qu'un enfant de 7 ans aurait pu comprendre. Mais Ivy commence à se plaindre en entendant cela. Même si elle ne le semble pas, elle a 9 ans. Son anniversaire est à la fin du 8e mois, et elle vient de fêter ses 9 ans aujourd'hui. En entendant cela,
Tout le monde commence à souhaiter un joyeux anniversaire à Ivy et à applaudir, ce qui la fait rougir et elle les remercie. La situation actuelle est plus urgente, alors Ratoloa propose une véritable célébration d'anniversaire plus tard au lieu de simplement ses bons vœux. Cependant, Ivy lui assure que c'est plus que suffisant. Elle sourit chaleureusement, se demandant depuis combien d'années quelqu'un ne lui avait pas dit joyeux anniversaire. Ratoloa remet alors en question si elle a vraiment 9 ans, car parfois, elle dit des choses et cuisine si bien. Elle semble beaucoup plus âgée, probablement à cause de l'aperçu de son mois passé. Revenons à la tâche à accomplir, ils décident de découvrir en qui d'autres ils peuvent avoir confiance dans cette ville. Ils se dirigent vers la guilde des aventuriers pour tester le maître de guilde, Roglif. Sora semble réagir positivement à lui. Ensuite, le capitaine de la garde, Burksby, se présente. Sora est toujours positif. Et enfin, le vice-capitaine Agro, et Sora va toujours bien. Borolda sort un petit cristal et observe les trois, disant que c'est un objet magique qui peut dire si quelqu'un qui a parlé est bon ou mauvais. C'est bien sûr pour éviter la révélation du slim rare d'Ivy. Ivy trouve l'excuse que l'objet ne dure qu'une semaine avant de devenir une pierre inutile. Alors Roglif leur dit qu'il aimerait que la bande l'utilise pour démasquer les membres de l'organisation criminelle. De cette façon, ils pourront trouver le traître qui a transmis les informations sur leurs enquêtes. Il ordonne ensuite à tous les aventuriers d'être convoqués ici. La bande se rend ensuite à la maison du marchand que l'organisation criminelle avait utilisée comme base. Pour préserver autant de preuves que possible, des gardes veillent pendant qu'ils continuent à enquêter. Le capitaine Burksby présente les deux gardes à Ivy. Cependant, Sora réagit au deuxième garde aux cheveux verts, Malgajula. Ivy fait signe à Borolda, et Ratoloa s'approche pour établir un simple contact. Et il est clair que Burksby est furieux contre son subordonné. Ils entrent à l'intérieur, et le vice-capitaine Agrop n'est pas content, car il avait vraiment confiance en ce type. Cependant, tous les gardes ont été convoqués ici aussi, donc ils ont l'intention de déterrer chaque criminel qui fait partie des enlèvements. Le jour se transforme en soirée, et tout le monde est épuisé. Personne n'est heureux d'apprendre que sur 150 gardes, 38 sont des traîtres. Ce qui signifie que tous leurs mouvements précédents ont certainement été divulgués. Puis apparaissent le comte Faltoria et le seigneur Foronda pour les féliciter pour leur travail dans l'enquête sur la scène de crime. Mais nous savons qu'ils étaient vraiment là pour découvrir tous les traîtres. Lorsque les deux se présentent à Ivy, Faltoria déclenche Sora. Ce qui montre clairement qu'il est le noble qui joue un grand rôle dans les crimes. Cependant, Foronda semble être un bon gars. Quand ils partent, tout le monde est déçu, car Faltoria est un héros pour cette ville. Mais tout prend maintenant sens, car il devait y avoir quelqu'un de puissant aux commandes. Les émotions du capitaine Burksby tournent en spirale en se souvenant de toutes les raids échouées et des alliés qui ont été tués au combat. Il frappe le mur par frustration en sachant que c'est lui qui a informé le comte de leur mouvement précédent. Se blâmant pour la mort de ces hommes, ils essaient de le calmer, après tout, c'est l'organisation maléfique qui est à blâmer. Ivy observe alors que le laps de temps entre leur arrivée ici et celle du comte Faltoria était un peu court. Ce ne pouvait pas être simplement par hasard. Un des traîtres doit se cacher près de cette base pour la surveiller. Il commence alors à se demander comment toutes les preuves ici auraient pu être déplacées, sachant qu'il y avait encore des gardes du bon côté surveillant cette base. Ivy conclut rapidement que les endroits où les mauvais gardes ont été chargés de chercher doivent être des endroits contenant des preuves. C'est juste que les mauvais gardes n'ont pas rapporté quoi que ce soit. Il décide de se rendre dans la pièce dont le premier mauvais garde, Malgajula, était responsable, et de l'envoyer faire une autre tâche. En fouillant à l'intérieur, la vie passée d'Ivy lui dit qu'il doit y avoir un secret dans la bibliothèque, comme dans les films. Mais Ivy n'a aucune idée de ce qu'est un film. Elle repère le seul livre dont le coin de la reliure est abîmé, et décide de grimper et de pousser, déverrouillant la porte magique contenant des tonnes d'archives cachées. À l'intérieur, la bande trouve des sommes incroyables d'argent au-delà de toute imagination de richesse. Burksby trouve ensuite des registres des transactions commerciales de l'organisation, contenant des preuves d'enlèvement. Il suggère alors qu'ils remettent tout en place, pour que l'organisation croie qu'ils n'ont pas encore trouvé les preuves. Le lendemain, dehors, tout le monde réfléchit à la taille de toute cette opération. Personne n'a pu dormir. Et avec tout ce qui est dangereux, ils ne peuvent pas laisser Ivy seule pour quelque raison que ce soit. Alors Ratoloa suit Ivy pendant qu'elle fait la lessive. Il lui demande ensuite quelque chose qu'il se demande depuis un moment. Est-ce qu'il est vraiment un garçon? En entendant cela, Ivy commence à pleurer. Mais Ivy est juste désolée de les avoir tous trompés. Cependant, Ratoloa dit que ce n'est pas grave. Surtout en sachant qu'il est plus dangereux pour les filles de voyager seules. Il dit que c'est mieux ainsi pour l'instant, et il fera semblant de ne pas savoir. Mais pour faire son entrée, c'est Mira de la Verte Brise. Elle propose des bavardages futiles et d'emmener Ivy avec elle pour explorer la ville à la recherche de délicieuses boutiques de sucreries. Ratoloa s'invite alors, ce à quoi Mira proteste, disant qu'elle ne l'invitait pas. Même si elle semble réticente au début, elle dit ensuite d'accord. Nous pouvons tous les 5 y aller. Avec ses frères aînés Torque et Marm qui entrent de manière sournoise. Ratoloa et Mira se rapprochent encore plus l'un de l'autre. Mais c'est seulement pour jouer à pierre-papier-ciseaux. Ratoloa gagne, alors ils vont à l'endroit de son choix.
bien que Ivy semble un peu confuse par le jeu entre les deux amis d'enfance. À l'intérieur de la confiserie, Torque et Marm dévorent les desserts. Les finissant si rapidement, ils en veulent plus. Ratoloa demande alors pourquoi Ivy a été invité. Torque explique que Mira aime Ivy, parce qu'il est vraiment un bon enfant. Alors ils n'ont pas pu s'empêcher de se demander et l'ont invité. Mira réprimande les deux frères pour l'avoir effrayé. Et quand elle se tourne vers Ivy, elle rit très nerveusement. Regardant Sora, voyant ses réactions effrayées. Sans aucun doute, ces trois-là sont dangereux. Ratoloa se lève, prêt à menacer, leur disant que s'ils s'en prennent à Ivy, il ne montrera aucune pitié. Mais les jumeaux lui disent d'arrêter de plaisanter. Ils ne veulent pas se battre contre Ratoloa, qui a des attaques de flammes à 3 étoiles. Cependant, sachant que Ratoloa n'a pas de compétences défensives, Torque ne serait pas contre une joute pour voir qui est le plus fort entre eux. Mira leur dit d'arrêter, se demandant pourquoi les gens avec des compétences de combat sont toujours si incivilisés. Ce qui amène Torque à répondre qu'elle ne comprendrait pas. Elle n'a que la compétence de dompteur, et elle ne peut même pas dompter de forts monstres. Avec ses limaces, elle ne peut que sortir les poubelles. Entendant cela la rend un peu triste. Ivy se lève pour la défendre, disant que la compétence à 2 étoiles de Mira est incroyable. Et Lastal et Lidel sont des limaces rares qui peuvent se débarrasser des armes. Ivy a voyagé dans de nombreuses décharges, où elle trouverait quelque chose d'utilisable. C'est pourquoi elle sait, même quand les gens pensent que quelque chose n'a aucune valeur, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui le valorisera. Le cœur de Mira se réchauffe un peu à cela. Et Ratoloa est d'accord pour dire que être un dompteur est un travail splendide qui peut aider les autres. Mais Torque pense qu'il vaut mieux avoir quelque chose de fort et flashy, parce que ces choses rapportent beaucoup d'argent. Marm ajoute que parce que leurs compétences ne sont pas si intéressantes, c'est pour cela qu'ils sont des aventuriers du dimanche. Parce que s'ils avaient plus d'argent, ils ne seraient pas dans cette position. Entendre cela laisse Ivy un peu curieuse. Ensuite, Ratoloa demande à Ivy comment ils étaient. Et elle répond que Sora a paniqué en les voyant tous. Elle a mal compris. Il parlait des douceurs au restaurant. Elles sont absolument ses préférées. Il a choisi le restaurant Floflo pour une raison. Il est géré par un aventurier en qui il a confiance, donc il serait toujours en sécurité dans ce magasin. Avec tous les membres de la Verte Brise maintenant confirmés comme traîtres, il trouve cela triste. Ratoloa se remémore son enfance. Cette ville était un endroit sûr pour les enfants à l'époque. Un endroit où les adultes vous félicitaient pour faire le bien, et vous giflaient quand vous causiez des méfaits. Rappelant à Ivy sa propre ville natale, avant qu'elle n'ait 5 ans au moins. Maintenant, où qu'un enfant aille, un adulte doit être là pour les surveiller. Les enfants étant liés aux adultes, la ville est inconfortable et restrictive. Ratoloa veut restaurer la paix que cette ville avait autrefois. Plus tard, dans le refuge des aventuriers sous la barrière, le groupe apprend de la tentative de la Verte Brise d'inviter Ivy à prendre des collations avec eux. Mais le faire en plein jour? Pourquoi irait-il jusqu'à cibler Ivy de cette manière? En raison de sa protection à la fois par l'épée flamboyante et le roi de la foudre, ce serait un grand risque pour la Verte Brise, car ils seraient probablement les premiers suspects si Ivy disparaissait. Le passé d'Ivy évoque l'idée d'un leurre. En élaborant davantage, l'organisation réellement néfaste n'aurait aucun problème avec le fait que la Verte Brise se fasse prendre, tant qu'ils peuvent rester dans l'ombre. Et en fait, pour répandre la nouvelle de l'existence de traîtres, il est en fait très logique d'envoyer un groupe bien connu comme la Verte Brise pour servir de boucs émissaires. Des pions sacrificiels, assez distrayants pour permettre aux vrais malfaiteurs de récupérer tout l'argent caché dans la maison du marchand. La Verte Brise serait probablement éliminée pour éviter toute fuite d'informations. Ratoloa s'inquiète, car il ne veut pas perdre son ami d'enfance. C'est alors qu'Ivy suggère de se faire capturer par la Verte Brise. De cette façon, ils peuvent lui faire dire que la sécurité à la base du marchand sera assouplie. De fausses informations, qui feront croire à l'organisation maléfique qu'il est sûr de récupérer l'argent et les documents. Cela signifie que l'épée flamboyante et le roi de la foudre peuvent rester en embuscade pour les attraper. C'est un plan tellement bien pensé, il se demande vraiment si Ivy a 9 ans. Il trouve le plan convaincant, mais Sezelk et Borolda ne veulent pas la mettre en danger. Ils savent que dès que le combat avec l'organisation commencera, ce sera une guerre totale. Mais à la fois la garde et les aventuriers ont de nombreux traîtres parmi eux. Cependant, Ratoloa promet de protéger Ivy, quoi qu'il en coûte. Et Ivy conclut logiquement que qu'elle soit ou non un leurre, elle reste en danger d'être ciblée. Il vaut donc mieux resserrer la fenêtre temporelle des attaques en agissant comme appât, et aussi attraper les coupables. Ils veulent commencer ce plan, cependant, ils sont toujours inquiets d'être pris au dépourvu par d'autres traîtres. Le passé d'Ivy suggère alors des bombes lacrymogènes mais cela n'existe pas dans ce monde. Alors elle demande s'il existe un objet magique qui peut endormir les ennemis. Sezelk évoque une sphère de sommeil, cependant, cela endormirait à la fois les ennemis et les alliés à portée. Ivy se lève, car avec l'organisation qui ne sait toujours pas que ce groupe sait à leur sujet. Le moment de frapper est maintenant. Elle rallie tout le monde, car ils ne peuvent pas laisser passer cette opportunité. À la guilde des aventuriers, le maître de guilde Roglyph appelle tous les aventuriers, leur disant que la guilde a été chargée de garder la sécurité d'Ivy.
Cela montre à tout le monde à Autoloi et à l'extérieur que cette ville est sûre. Et il veut que tout le monde vienne un par un se présenter. Avec le premier acte sur le point de commencer, Ivy et Sora se préparent. Le premier homme, Adarikli, déclenche Sora. Et ils continuent leur travail. Du côté de la base marchande, le vice-capitaine Agrop peut dire que le capitaine Burksby est un peu nerveux. Mais il le nie, disant que c'est juste dans son imagination. Burksby mentionne alors qu'il a vu Borolda sourire. Pendant longtemps, ils avaient été tourmentés par cette organisation criminelle. Ils commençaient à se fatiguer et à perdre espoir. Encore et encore, la garde de la ville les acculait, et ils fuyaient. À chaque interaction, il y avait des victimes. Chaque fois qu'on parlait de l'organisation, un sentiment de résolution sombre flottait dans l'air. Mais quand Ivy parle, Borolda sourit. Grâce à Ivy, les vents ont changé. Burksby se sent soulagé à ce sujet. Shifal et son groupe s'approchent pour dire à Burksby d'organiser une unité spéciale. On a découvert un repère de monstres dans une grotte de la forêt. Burksby est confus, car il pensait que les escadrons de suppression s'en étaient occupés. Mais Shifal intervient, disant qu'un monstre s'est échappé et s'est caché là-bas. Ils veulent éliminer le monstre en une seule fois et demandent un grand nombre de gardes. Ils font face à un adversaire féroce et devront affronter d'autres menaces en chemin. Shifal suggère donc à Burksby de choisir les membres en conséquence. Burksby comprend, et laisse la sélection du personnel au vice-capitaine Agrop. Les présentations à la salle de guilde terminées, Roglyph dit à tout le monde d'attendre, car il aura une mission spéciale pour eux. Ivy est épuisé après tout ce travail difficile, mais Sora est très joyeux. Mira vient féliciter Ivy pour son travail, et remercie Ivy de lui avoir dit que son travail de débarras des ordures est très important. Cela a rendu Mira heureuse. Marm et Torque viennent lui dire qu'elle sera sûrement en sécurité maintenant que tous les aventuriers connaissent son visage. Ratoloa leur dit qu'à présent, personne ne s'en prendra à Ivy. Mira répond un peu nerveusement qu'il a raison. Ratoloa suggère alors qu'ils aillent à nouveau manger des sucreries, mais dans un autre endroit. À quoi Torque et Marm répondent positivement. Cependant, tout cela n'est qu'une ruse pour le plan d'Ivy et de Ratoloa. Ailleurs, Burksby veut que Shifal divulgue plus de détails sur le plan. Mais Shifal refuse, car ils ne savent pas qui pourrait écouter. Et il ne peut pas utiliser de barrière sonore, car il veut éviter que l'organisation pense qu'il partage des secrets, ce qui les mettrait en alerte. Gabojula arrive, ayant appris de Burksby que le vice-capitaine Agrop est en bas en train de constituer une force de garde pour éliminer un monstre dans une forêt. Nuga mentionne ensuite que Burksby devrait reconsidérer l'envoi de tous ces hommes, puisque cet endroit est toujours important pour l'organisation criminelle. Il devrait donc laisser certains hommes ici. Mark Rick suggère à Burksby de laisser la sélection des hommes à Gabojula, puisqu'il connaît si bien l'endroit. Après le départ de Gabojula, Shifal montre à Burksby la sphère de sommeil, parce que le plan est que lorsque l'ennemi viendra récupérer cet endroit, il va bien se reposer. Cela vaut aussi pour leurs alliés. Et quand Shifal part, Nuga présente à Burksby un objet habituellement utilisé sur les monstres puissants. En bas, Agrop a l'unité forestière prête. Et Burksby note que la plupart des hommes que Gabojula a choisis pour la garde de cet endroit sont des traîtres. Ailleurs, Mira les emmène chez Mamaroko, une confiserie qu'elle aime beaucoup. Et avec la prochaine partie de leur plan en marche, Ivy et Ratoloa sont prêts à entrer dans le ventre de la bête.